Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour notre dernière conférence de ce cycle sur l'innovation que vous avez pu suivre ces derniers mois avec le C2RP. Tout d'abord, donc voilà, c'est la dernière conférence. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, n'hésitez pas. On est là donc je suis là pour les retranscrire à notre conférencier Stéphane qui se présentera tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question. Si vous ne comprenez pas un terme, si vous voulez plus d'explications, on est là pour y répondre. Alors, on va aussi vous transmettre derrière cette conférence un support de webinaire. Voilà, là, on a eu un petit problème technique pour le mettre, mais voilà, on transmettra ce support suite à ce webinaire, je pense que dès demain. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc tout d'abord, moi je vais me présenter, Christopher Sulanowski, chef de projet au sein du C2RP, plutôt sur l'offre de formation, mais aussi en relation avec mes collègues sur l'innovation. Je vais dire quelques mots sur le C2RP et sur ce cycle de conférences, et ensuite je laisserai Stéphane prendre la parole, se présenter et lancer la conférence officiellement. Donc voilà. Donc le C2RP Carrefour de Hauts-de-France, nous sommes un groupement d'intérêt public financé et présidé alternativement par l'État et la région, également administré par les partenaires sociaux et les acteurs économiques. Nous sommes membres du CREFOP et du réseau des Carrefour. Alors, nous avons 4 grandes missions, notamment la collecte de l'offre de formation via une base de données, l'accompagnement des acteurs et aussi l'information, comme ici, ce cycle d'information sur l'innovation, mais aussi une mission d'observation de l'emploi et de la formation afin d'apporter un appui technique aux instances régionales. Donc, pour recadrer cette intervention liée au marketing de l'offre, aujourd'hui, cette conférence sur le marketing de l'offre, le C2RP a été missionné sur l'innovation et en soi, on a développé sur notre site web une page dédiée à l'innovation où vous pouvez aller consulter afin de s'inspirer de qu'est-ce que l'innovation, mais aussi de s'informer et aussi de passer à l'action. Voilà. Si vous voulez passer à l'action dans l'innovation, vous pouvez consulter notre page web. Il y a pas mal d'informations dessus. Nous avons aussi lancé depuis le début septembre et jusqu'à fin décembre un cycle de 9 webinaires afin d'acculturer l'ensemble des acteurs sur l'innovation et la digitalisation, voilà, de la digitalisation et numérisation. Et nous avons lancé également en parallèle 3 conférences avec notre conférencier Stéphane, plutôt sur une vision stratégique. Donc voilà, la première a eu lieu le 23 septembre sur la digitalisation de la formation, la deuxième le 19 octobre sur les méthodes pédagogiques innovantes, et aujourd'hui le 24 novembre sur le marketing de l'offre. Alors l'ensemble de nos webinaires et de nos conférences sont axés en replay si vous êtes inscrit, ou sinon sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Voilà, donc Stéphane, je te laisse prendre la parole, te présenter, et puis lancer notre conférence sur le marketing de l'offre. Merci Christopher. Effectivement, je suis expert de l'innovation en formation, président de l'AFEN, l'Association des responsables de formation, directeur de Format Radio, qui est la radio podcast des métiers de la formation, qu'est-ce qui bouge. Et ce qui est intéressant, c'est particulièrement ce qui est innovant avec la prospective et bien sûr la partie opérationnelle. Hein. Donc réfléchir, c'est bien, mais à un moment, agir. Et là, on se retrouve sur une conférence particulièrement intéressante. On aurait pu la résumer, comment devenir riche. Voilà. Autrement dit, comment faire du business, puisque le marketing fait référence à un marché, et donc le marché, c'est un marché solvable. Voilà. Et donc, la définition du marketing, j'aime bien celle de Olivier Rotoscani, qui disait mettre en société, c'est-à-dire répondre à une question ou à un problème. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, pour donner une définition générique, autrement dit, avant de démarrer et de rentrer dans les clés de la réussite, et puis on terminera par des choses très, très opérationnelles avec des logiciels que je vous donnerai, des choses assez intéressantes, ou pas d'ailleurs, à vous de choisir, puisque c'est une stratégie, en tout cas, je vous présenterai la cartographie, mais on démarre en disant, est-ce que finalement, il y a un marché de la formation qui explose, qui se développe, et un marché de la formation solvable. Bonne nouvelle, donc ça c'est pour que vous restiez encore un peu. Bonne nouvelle, le confinement a permis le développement de la formation. Avec 2 remarques. La formation, on a toujours besoin dans un monde qui bouge.
Aujourd'hui, on dit que le monde est en disruption, ce qu'on a vu dans la conférence première. Dans ces cas-là, ça bouge dans tous les sens, donc on a besoin de formation. Parce que la formation, c'est celle qui assure la transformation. La réalité, c'est est-ce qu'on est prêt à payer pour ça? Eh bien, quand on voit les enquêtes, on s'aperçoit deux choses. La première, c'est qu'il faut suivre, la place du gouvernement est importante parce que pour un marché non solvable qui rend solvable, il y a des choses intéressantes. Vous avez pu entendre parler des NEET, des Non-Employment Educational and Training, c'est-à-dire ceux qui les déclassés. Hein, ceux qui connaissent l'appellation, vous avez vu que le gouvernement a décidé de mettre de l'argent sur la table pour rendre socialisables ces gens-là qui sont sortis du système. Donc, ils sont estimés à plus d'1 million de personnes. C'est énorme en termes de volume. C'est par classe d'âge, c'est une classe d'âge à peu près, c'est entre 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est 120 à 140 000 personnes qui sont exclues. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni emploi, ni qui sont en formation, ni en éducation, et donc aucun diplôme. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une partie de gens sur les basses qualifications où il y a un marché qui existe, ça existe depuis longtemps, mais le gouvernement veut investir plus. Aujourd'hui, il investit à la louche sur 100 000, il est prêt à monter jusqu'à 1 million. Donc, ça veut dire qu'il va mettre de l'argent. Autrement dit, il y a possibilité de faire des propositions. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut accéder au marché, mais en tout cas, il y a quelque chose. Quant au confinement, vous avez pu voir qu'on est bien sorti du confinement pour l'instant, on est d'accord, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, Christian de Saint-Étienne, conjoncturiste émérite, disait que grosso modo, il y avait tous ceux il y avait 20% de l'économie qui ne s'était pas du tout numérisée. On pourrait d'ailleurs citer la formation qui n'était pas du tout numérisée avec les offres de formation. 72% avant le confinement, des organismes de formation ne proposaient rien en numérique. Hein. Aujourd'hui, 75% disent qu'ils vont garder leur offre numérique, essentiellement des classes virtuelles, hein. Mais ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le numérique. Et il y a beaucoup d'autres secteurs qui disaient on va devoir s'adapter avec le numérique. Donc, grosso modo, il y a 20% de l'économie qui a besoin d'investissement. Et il y a 20% aussi qui sont ceux qui sont déjà fortement numérisés. Mais c'est ce qu'on appelle aussi les marchés en tension. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas assez de personnes formées. On peut citer évidemment le numérique qui est en soi, mais pas simplement le service à la personne. Il y a énormément de secteurs d'activité qui se disent on n'a pas les compétences. Et donc ça n'a rien à voir avec le confinement. Grosso modo, l'évaluation, c'est ça qui est intéressant dans le chiffre de Christian de Saint-Étienne, il estime que il estimait ça cet été, sur les 18 prochains mois, donc on est en plein dedans, il va falloir former plus de 2 millions de personnes supplémentaires en France. Donc c'est un marché énorme. Voilà. Et tous les secteurs d'activité sont impactés en la matière. Pourquoi? Parce qu'on rattrape notre retard numérique, c'est-à-dire qu'en un an, on va devoir rattraper 6 ans, ça dépend des secteurs d'activité, il y en a qui étaient bien avancés déjà, mais entre 4 et 8 ans en un an. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un surinvestissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonds pour justement assurer ces financements. Autrement dit, quand il y a des fonds, il y a de l'argent, donc c'est monétaire, donc on peut avoir un marché solvable. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que 2 millions de personnes supplémentaires, et c'est une remarque de taille, on ne sait pas faire en France. Et c'est pour ça que aussi on est dans le numérique et que CDERP a investi sur l'évangélisation numérique, c'est qu'à un moment, si on fait du canal historique présentiel, on ne peut pas répondre à 2 millions de formations supplémentaires. On sait très bien que quand on arrive un formateur en présentiel au maximum, et ça veut dire qu'il ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de veille, il ne se ressource pas, etc., c'est 200 jours de formation par an. Eh bien, avec ce calcul-là, on peut estimer que, grosso modo, un choc exogène, on absorbe 300 000, 400 000 personnes formées supplémentaires. Donc, avec notre système actuel. Donc, le système actuel doit être réformé et la seule façon de le réformer, c'est le numérique. Pourquoi? Parce que le numérique est scalable. Si vous faites ce qu'on appelle des masterclass, par exemple, puisque c'est le truc un peu à la mode, ce qu'on a vu dans la deuxième conférence, dans ces cas-là, vous faites une masterclass, les gens peuvent s'inscrire, il y en a 10 qui s'inscrivent, mais il peut y en avoir 1000, 1 million, 2 millions de personnes qui s'inscrivent. Donc, ça veut dire qu'on peut le démultiplier à l'infini, et donc c'est en ça que c'est scalable. Autrement dit, le numérique a l'avantage, c'est que seul le numérique peut permettre d'absorber 2 millions de personnes sur ces sujets-là. Autrement dit, il y a un besoin, les gens sont prêts à payer, et dans ces cas-là, à condition que les organismes de formation rentrent dans le numérique pour pouvoir répondre à cette question. Autrement dit, il y a plein de choses à faire, c'est ça mon introduction, mais pas forcément comme avant.
Donc ça, c'était le premier élément. Alors, comment est-ce qu'on faisait avant? On interroge les gens. J'aimerais bien. Je démarre avec quelque chose qui me plaît bien parce qu'en termes de, c'est la remarque de Henry Ford. Chercher Henry Ford qui avait dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient tous dit des calèches qui vont plus vite. Et donc Henry Ford ajoute, je leur ai proposé mon modèle T, et c'est parce que je leur ai fait une proposition qu'ils n'attendaient pas que ça a eu un tel succès. Steve Jobs dit, il va plus loin et il dit, arrêtons de demander aux gens ce dont ils ont besoin, ils n'en savent rien. En termes marketing, c'est important. Arrêtons de demander aux apprenants ce dont ils ont besoin, ils n'en savent rien. Proposons-leur des choses et on voit comment ça réagit. Autrement dit, c'est une autre façon d'aborder le marché de la formation, mais une formation est quelque chose d'important, c'est que le temps qu'on leur demande, soit ils veulent de l'interaction et qu'ils soient très rapidement satisfaits, des formations qui sont en direct, en live, soit effectivement, ils n'en savent rien. Et dans un monde en disruption, une grosse majorité des gens se disent, bah, finalement, moi, je veux un peu comme d'habitude. Le principe du disruption, c'est que ça casse et il y a des choses qui sont complètement nouvelles qui émergent. Autrement dit, quand moi, je suis en train de travailler sur un marché, je me dis non pas qu'est-ce que je leur propose par rapport à leurs attentes, mais qu'est-ce que je leur propose qu'ils n'attendent pas aujourd'hui, mais dont j'ai commencé à travailler le fait qu'ils en aient besoin. D'accord? Donc, c'est un changement important. C'est-à-dire, c'est plus facile de leur demander ce qu'ils veulent et de répondre que de leur proposer quelque chose et d'analyser leur retour. Mais on va le voir, c'est ça le marché de la formation qui évolue de plus en plus. Alors, si on doit travailler sur le marketing de l'offre, le premier élément, donc n'hésitez pas encore s'il y a des choses qui vous surprennent, etc. Si vous n'avez pas vu les autres, regardez les replays, les autres conférences, mais n'hésitez pas à poser des questions. Je peux répéter de façon synthétique ce qui a été dit avec plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour... Je me permets juste peut-être de couper sur ton discours introductif. C'est juste peut-être avoir ton avis sur la stratégie d'une offre sans numérique aujourd'hui. Qu'en penses-tu en fait finalement? C'est un peu la question. Alors, une offre sans numérique, c'est une offre qui choisit la marge. C'est-à-dire qu'elle se met, c'est une offre qui se trouve un positionnement original. Quelqu'un qui veut travailler le numérique, quelqu'un qui ne veut pas travailler le numérique, c'est quelqu'un qui dit je me positionne comme le rebelle par rapport aux autres. Il a tort majoritairement, il n'aura pas de levier de croissance énorme parce qu'en fait, il est à côté du marché. Voilà. Donc, les gens qui ne font pas de numérique, ils ont tort. Sauf s'ils se disent moi, je suis contre le numérique, je vous explique pourquoi et je sais que je suis sur une niche. Bon, voilà. Donc, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de gêne. Tout est bon, toutes les stratégies sont bonnes. Donc, mais si effectivement, c'est pour ça que je disais 2 millions, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et faire du numérique, encore une fois, ça ne veut pas dire faire du e-learning. Le e-learning, c'est le numérique qui a échoué. Donc, ça veut dire que quand on fait des vidéos qui ressemblent à rien, je comprends très bien la réserve de certaines personnes qui disent le numérique, ce n'est pas tellement ma tasse de thé. La réponse, c'est ils ont raison, faites du bon numérique, ce qui n'a rien à voir. Hein. Donc, et le bon numérique, ce n'est pas ce qu'on faisait avant. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait du numérique pénible. Maintenant, il faut réinventer le numérique avec plein d'outils magiques. Et donc, c'est ce que j'ai expliqué dans la conférence numéro 2. Mais si on doit faire du numérique canal historique, ils ont raison, c'est nul et ça sera contre-productif pour les apprenants et pour nos clients. Ça voudra dire qu'on leur dit ce qu'on leur propose, c'est nul, moins cher évidemment, mais nul quand même. Donc, ça veut dire que la création de valeur n'existe pas. Donc, l'organisme de formation a intérêt à arriver en fin de carrière. D'accord, merci. C'est une personne qui gère ça. Je voulais juste que tu reprécises ça. Non, très, très, très important. Et on peut faire des choses très extraordinaires avec le numérique, très important pour l'apprentissage qu'on ne peut pas faire en présentiel. Voilà. Donc, à vous de savoir faire de la pédagogie numérique ou de regarder la conférence numéro 2. Voilà. Donc, une fois qu'on a des produits, la vraie question du marketing, ce n'est pas tellement de se dire d'abord, est-ce qu'il y a un marché? Le marché, il y en a plein, surtout avec la montée en puissance des soft skills qui va rentrer petit à petit dans le cœur de marché. Donc, il y a plein d'éléments. On sait que le plus gros marché de la formation, c'est management. C'est là où il y a le plus de volume. Donc, quand on se dit, moi, je veux me mettre en cœur de marché, il faut travailler sur le management. Mais quand on dit management, il n'y a pas un organisme de formation qui ne fasse pas du management. Donc, si moi, je dis, je fais du management, ben, la première question, comme dans tous les secteurs, c'est de dire qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas. Et ça, c'est du marketing, ça s'appelle du positionnement. Si je fais management niveau 1, ça veut dire que ben, je n'ai pas fait de marketing. Autrement dit, je fais quelque chose qui n'a pas de valeur pour celui qui va me lire.
Autrement dit, mon produit ne me permet pas de dire que je suis bon. Donc, la première question qu'on doit se poser dans le marketing, c'est qu'est-ce que j'apporte que les autres n'apportent pas? Voilà. C'est-à-dire, quel est l'univers que je veux apporter? Est-ce que si je me dis ce sont les ressources humaines, si je me dis c'est la formation de formateurs, tout est bon, mais je vais choisir une cible et mon conseil, c'est de choisir des petits périmètres. Si vous choisissez, par exemple, le management, si vous dites, moi, je suis spécialiste du management, ça va être difficile de dire, en France, je suis leader sur le management. Pourquoi? Parce que tout le monde en fait et que tous les gros qui sont assez modestes, assez médiocres aussi, parce qu'ils tapent sur du tout public. Dans ces cas-là, eux, ils mettent beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes un petit organisme de formation, le conseil que je vous donne, même si vous êtes un grand, c'est de prendre quelque chose que personne ne fait et de raconter votre histoire. Qu'est-ce que vous avez dans votre organisme de formation que personne d'autre ne fait? Dit différemment pour raccrocher à vos idées, quel est votre storytelling? Quelle est votre histoire? Voilà. Et quand vous n'avez pas d'histoire, bah, ça veut dire qu'automatiquement, management, si je n'ai pas d'histoire, je vais vous dire, ça me coûtera combien? Et là, je vais tirer les prix vers le bas parce que finalement, quitte à prendre des gens qui racontent la même histoire, finalement, je vais prendre le moins cher. Et ils ont raison parce que vous n'avez pas fait le boulot. Donc, si vous dites, par exemple, moi, le management, ça m'intéresse, à vous de définir ce que vous faites, ce que les autres ne font pas. Par exemple, vous dites management de la bienveillance. Ça veut dire, moi, j'apprends aux gens la spécificité que les autres ne font pas, j'apprends le bonheur en entreprise. Très intéressant, le bonheur. Conception un peu anglo-saxonne, on peut dire bien-être, on peut dire tout est bon, toutes les histoires sont bonnes. C'est quoi votre histoire? Et si vous dites le bonheur, il y a des gens qui vont vous dire, mais ça ne me parle pas. Et donc, vous allez pouvoir dire, moi, voilà ce que j'apporte que les autres n'apportent pas. Et puis derrière, vous racontez votre histoire en disant, ben, pour nous, on considère, par exemple, que le fait d'avoir des aventures humaines dans les entreprises, c'est une façon pour chaque individu de se réaliser. L'homme est un animal social, on a besoin d'être ensemble et de réussir, et l'entreprise est un lieu extraordinaire pour réussir sa vie. Franchir des épreuves ensemble, resocialiser les gens, refaire des aventures collectives. Vous voyez, un truc comme ça. Enfin, il faut y croire, hein. L'idée, ce n'est pas d'inventer des histoires, mais de se dire pourquoi vous créez cette histoire et qu'est-ce que vous pouvez faire. En quoi c'est magique ce que vous leur apportez. Et donc, vous allez devoir faire un travail d'écriture. Et si vous faites ce travail d'écriture, vous avez des chances déjà d'être intéressé. C'est ce qu'on appelle le storytelling, raconter votre histoire, en étant sincère. Parce que vous n'allez pas vous inventer des histoires, des choses qui sont un peu nulles. Et bien sûr, cette histoire va être centrée sur votre positionnement, c'est-à-dire sur votre clientèle. Et une fois que vous êtes identifié, par exemple, sur spécialiste des Chief Happiness Officer, dans ces cas, vous savez que vous en avez 350 en France, donc sur le bonheur. Dans ces cas-là, après, les gens vont dire, bah, vous êtes le bonheur, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une meilleure entente, donc tout mon management, je vais le mettre auprès du spécialiste du bonheur. Et donc, on s'aperçoit que c'est la loi de Pareto. Vous investissez sur quelque chose qui ne vous rapporte pas beaucoup, mais qui vous différencie. Vous avez une histoire qui vous est propre, qui vous différencie. Et après, vous faites le reste, c'est classique. Autrement dit, le storytelling, votre univers de formation, votre positionnement, sert d'abord à une chose, ça sert à vous différencier. Et après, une fois que la confiance et l'accroche a été faite, les gens tirent le fil en disant « on vous connaît ». Donc, on vous a reconnu, on vous a peut-être même essayé. Dans ces cas-là, on travaille avec vous parce que les autres, on ne les connaît pas. Et derrière, il y a un travail de fidélisation marketing. D'accord? Mais si on ne vous différencie pas, on tire sur le prix. Ou alors, vous êtes obligé de faire des systèmes de cooptation. C'est parce que vous êtes sur le même club de golf que le patron que finalement, vous arrivez, on vous connaît, vous êtes de la famille, etc. Et c'est comme ça que vous arrivez à placer vos produits. Autrement dit, vos produits sont nuls, mais vous connaissez des gens. Vous ne serez pas choisi parce que vous avez de la valeur en tant qu'entreprise, vous serez choisi parce que vous, en tant que personne, vous connaissez du monde. Les deux ne sont pas incompatibles, mais si vous connaissez du monde et que vous avez une belle histoire à raconter, une histoire qui fasse société, qui ait du sens dans la société, les gens non seulement vous choisiront, mais vous choisiront en disant « je sais pourquoi j'ai choisi ». Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui est dans le même club, dans la même association que moi. Donc, premier élément, il faut écrire cette histoire. Qu'est-ce qui vous différencie que les autres ne font pas? Et ça évite de dire des choses sans intérêt. Nous, on fait de la qualité. Nous, on est proche de nos clients. N'importe quel organisme de formation peut tenir le même discours. Vous, qu'est-ce qui vous différencie? Christian Salmon, dont vous avez sur les supports les noms, c'est lui qui avait été le père du storytelling en France, a écrit « Maintenant, le storytelling, ce n'est plus suffisant. Il faut choisir quelque chose de différenciant, de clivant. » Et donc, il a écrit un autre ouvrage en 2019 qui était « L'ère du clash ». Ce n'est pas « j'ai une belle histoire à raconter », c'est comment je pique sur des endroits où il y a une vraie problématique
et après, je tire mon fil pour justement être capable de me faire entendre. Exemple, vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lutter contre le burn-out, et vous avez tout ce qui est dans les ressources humaines, vous avez une grosse écoute, et derrière, vous pouvez dire, on va sensibiliser les ressources humaines, on va sensibiliser les managers, et vous déployez de la massification sur ces domaines-là. Mais au départ, vous avez choisi un angle qui est spécifique. Il faut toujours choisir un petit territoire pour se faire reconnaître, parce que c'est plus facile que les grands, et ça coûte beaucoup moins cher. Et avec les réseaux sociaux, ça veut dire que ça ne coûte rien. Donc, ça veut dire que simplement, quand on n'a rien à dire, finalement, on est peu entendu, quelle que soit notre légitimité de produit. Donc, premier élément, il faut se dire qu'est-ce que moi j'apporte que les autres n'apportent pas. Deuxième élément, toujours dans ce positionnement, c'est de se dire je vais faire des formations. Donc, une fois que j'ai eu mon portefeuille d'activité, mon entreprise, on dit aujourd'hui ma raison d'être, c'est ce que la loi travaille dessus. Donc, une fois que vous avez cet élément-là, ce positionnement, vous produisez des formations qui sont plutôt en harmonie avec ce que vous proposez comme raison d'être. Ça serait bien qu'il y ait une certaine cohérence, parce que celui qui vous voit, s'il voit que vous dites quelque chose, mais que vous faites plein d'autres choses à côté, la personne se dit vous êtes brouillon. Si la personne qui va acheter se dit vous êtes brouillon, on ne vous comprend pas. Donc, ayez une cohérence d'image, on dit corporate branding, qui soit forte. Voilà. Donc ça, vous l'écrivez et après, vous y tenez. Donc, quand on fait une formation, on choisit une formation sur le titre. Donc, quel est votre titre de formation? Si on reprend, par exemple, ce que j'avais cité, le marché le plus important, celui du management à la louche, si vous dites management niveau 1, ce qui marchait très bien il y a de ça 10 ans, quand les OPCA étaient là, les OPCA ne voulaient pas de différenciation sur les termes. Ils voulaient que tout le monde dise management, vente, marketing. Donc, de façon à ce qu'on puisse, entre les filières, avoir des comparatifs. Donc, ça veut dire qu'ils empêchaient le marketing, la différenciation. Et je l'avais testé parce que je suis un peu taquin, donc comme vous l'entendez parfois, parce que tout le monde le disait, je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Et donc, j'avais proposé une formation qui est comment devenir manager en moins de 2 minutes. Voilà. 4 jours de formation, je crois que j'en proposais. Comment devenir manager en moins de 2 minutes. Le titre était plutôt à l'échange. Je trouvais que c'est moi qui l'avais créé, donc je le trouvais bien. Voilà. Et je l'ai proposé. Et donc, derrière, c'était quelque chose de construit. C'est la sémiologie. Donc, derrière, il y avait tout ce qui est neurosciences, etc. C'était quelque chose de très fourni, surtout quand on compare aux autres. Donc, c'est quelque chose, le produit était très bon. Voilà. Sauf que, on m'a dit, on refuse. Parce que d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, ils ne comprenaient pas ce qu'était la sémiologie, en quoi ça apportait dans la relation. Donc, ça veut dire que ça tapait trop fort par rapport au standard. Et surtout, ils se disaient, le titre, c'est de la réclame. Le titre, c'est du buzz. Et donc, ils se refusaient à faire du buzz. Donc, j'ai fait, comme tout le monde, une deuxième session. J'ai gardé le même contenu, mais j'ai changé le titre en disant management niveau 1, puisque derrière, il y avait un niveau 2. Donc, je gardais quand même la notion de teaser en disant il y aura un niveau 2 peut-être. Mais ça veut dire qu'on voulait faire du pénible. Aujourd'hui, cette attitude-là n'est plus intéressante parce que les entreprises, ils veulent comprendre ce que vous faites. Et donc, si par exemple, vous prenez des termes comme management, qu'est-ce que ça vous apporte? Et donc, quand on est sur des produits, et ça c'est très important, si autant quand on est sur du positionnement, on est sur de la publicité, quand on est sur du produit, on est sur de la réclame. Qu'est-ce que ça m'apporte de suivre cette formation? 1 jour, 2 jours, 3 jours, plus si affinité, qu'est-ce que ça me rapporte? Et si après vous dites, j'ai optimisé mes capacités ou mes compétences managériales, on sent bien que c'est de la loose, quoi. Voilà. Moi, ça ne me parle pas du tout. Moi, je veux des solutions. Quand vous avez, par exemple, Klaxoon qui vous dit, si vous utilisez Klaxoon, vous augmentez vos réunions, vous réduisez le temps de la réunion de 30% et vous gagnez de 30% d'efficacité. Le 30%, ça me parle. C'est le fameux en moins de 2 minutes. Voilà. Si je dis, par exemple, gestion du stress, et dans ces cas-là, ça ne me parle pas. Si je dis, on va vous apprendre à gagner, par exemple, à réduire votre stress de 30 ou 40%, et donc dans ces cas-là, vous construisez, et donc ça se calcule, il y a plein de possibilités de le faire, bien sûr, avant et après la formation, mais dans la durée, dans ces cas-là, vous avez des chiffres et les gens demandent ça. Je veux que vous appreniez à être plus efficace, à réduire de 10% ou gagner 20% de temps sur une gestion du temps. En général, c'est souvent 2 jours de formation, mais ce que les gens attendent, c'est de comprendre à quoi ça va leur servir. Donc, on peut prendre des choses assez simples, mais quand vous faites gestion de conflit, vous apercevez que vous ne sortez pas du lot. Et donc, si vous faites de l'inter et que vous essayez de faire du remplissage, vous n'êtes pas très différenciant. Et donc, à vous de trouver des formulations qui sont en harmonie avec votre raison d'être
donc votre spécificité, et derrière, vous tirez votre fil justement pour que les gens viennent dans votre univers. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va faire la fidélisation dans le marketing de l'offre. Autrement dit, on sait que vous, c'est différent. Ce n'est pas comme à côté. Et là, vous avez des outils, des logiciels, ce qu'on appelle, vous avez comme logiciel A/B testing. Donc, si vous avez déjà un peu des clients quand même, parce qu'il faut avoir une base de données, mais vous pouvez tester les titres. C'est-à-dire que vous envoyez des titres en disant, bon, vous en testez 2, 3, enfin, ça ne fait pas 50 non plus, hein, et vous voyez ceux qui résonnent le mieux. Résonnent le mieux, pas pour vous, mais pour tous ceux qui vont vous l'acheter. Ils vont vous dire, bah, moi, je préfère ça, je serais prêt à l'acheter, ça. Le titre me parle. Donc, je like quelque part. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, ça vous permet, quand vous avez 3 titres sur une même formation, bah, de dire, je choisis celui qui est le plus impactant. Donc, n'hésitez pas à utiliser les techniques d'A/B testing. Vous testez sur 50, ça dépend, ou 100 clients, listing, pour voir les personnes qui cliquent et qui avancent là-dessus. Et vous, ça vous permet de choisir les titres, non pas comme vous l'entendez, logique de l'offre, mais comme les clients l'entendent. Et donc, ça, c'est intéressant. Si vous avez des réseaux sociaux, ben, testez ça sur les réseaux sociaux pour avoir des retours. Voilà. Et donc, ça vous permet, vous, de choisir en vous disant, tiens, je ne comprends pas pourquoi lui, il ne marche pas. Et des fois, on se dit, le titre est génial, mais il est génial que pour vous. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant. Le titre, c'est l'accroche que les gens vont utiliser. Donc, c'est là où vous dites quelle est la promesse produit pour ceux qui ont déjà fait du marketing en la matière. Donc, à vous de trouver une originalité, mais une originalité sans survendre. Parce que si vous pouvez très bien prendre des gens qui viendront parce que le titre est sympa, c'est bienvenu, mais les gens, au bout d'un moment, quand ils voient que ce n'est pas du tout ce qu'on leur a proposé, ils se disent « je ne reviendrai plus jamais chez eux ». Or, le travail qui va être fait, ça va être un travail de fidélisation, de relations apprenantes. Donc, le premier élément, bah, ça veut dire que vous prenez 3 heures, mettez-vous à plusieurs parce que seul, ce n'est pas évident. Faites un brainstorming sur votre histoire à raconter, sur ce que le dirigeant choisit. Prenez un consultant qui vous accompagne. Faites-le avec vos équipes si vous avez envie de faire du collectif. Tout est bon, mais il faut 3 heures pour travailler, surtout si vous avez des gens qui connaissent un produit, pour essayer de le customiser à votre façon. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Comme ça permet aux gens de se dire mon offre a du sens parce qu'il résonne sur les acheteurs. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou on passe de suite sur… Pour le moment, il n'y a pas de questions. Les participants, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, il n'y en a pas, Stéphane. Tu peux continuer. Impeccable. Donc après la vraie question, c'est de se dire de combien vous voulez être riche. Donc on sait qu'on a une offre qui est bien, puisque vous l'avez faite, donc elle est bien, déjà pour vous. Mais après, vous dites de combien je veux qu'elle se développe. Quel est mon taux de croissance? Est-ce que je veux faire, par rapport à mon offre existante, 5% de plus, 10%, ou est-ce que je veux doubler mon offre de croissance? Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là où vous allez développer votre modèle économique, votre écosystème. Donc, si vous avez 3 formations et que vous avez 2 formateurs ou qu'un seul formateur, je prends un exemple de quelqu'un d'assez extraordinaire qui a été créé, je crois, au siècle dernier. Donc à la fin du siècle dernier, mais donc quelqu'un qui est extraordinaire, qui se dit, moi je suis leader de l'improvisation théâtrale dans les métiers relationnels, management, vente, etc. Donc c'est saine expérience. Le mec extraordinaire, positionnement superbe, il ne faisait pas du théâtre, mais de l'improvisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc le mec magique comme animateur, le seul élément, c'est que c'était le seul animateur. Donc ça veut dire que comme il était bon, bah, les gens se sont dit, je vais l'acheter, et plus il était bon, plus les gens vont l'acheter. Et donc, plus on l'achetait, moins il était capable d'être bon. Parce que ça veut dire qu'il devenait animateur, mais il n'était plus directeur. Il n'était plus à l'écoute de ses clients. Puisqu'on ne peut pas faire l'animation, la prospection, on ne peut pas tout faire en même temps. Ou alors, il faut s'organiser. Et lui, il ne s'est pas organisé. Ce qui fait qu'il a rencontré de très grands comptes. Et plus il rencontrait des grands comptes, moins les gens l'aimaient. Ce qui fait qu'au bout d'une dizaine d'années, 10-15 ans, bah, il a failli faire faillite. Et donc, parce qu'en fait, il n'avait pas su industrialiser son process. Donc, il avait 2 choix. Lui, c'était du présentiel qu'il avait choisi. Il aurait très bien pu faire des classes virtuelles. Mais à un moment, est-ce que c'est moi qui anime tout le temps? Si la réponse est oui, alors il faut que j'aille sur des produits industrialisables, scalables, comme les masterclass. Autrement dit, je m'enregistre une fois et après, je déroule mes formations automatiquement. Mais si effectivement, je me dis, bah, ce n'est pas moi qui anime, mais je peux former d'autres personnes, qui je forme? Autrement dit, avec qui je travaille? Est-ce que j'ai des camarades qui sont en freelance? Souvent, c'est ça le modèle, mais qui fonctionnent comme moi. Et donc, je les choisis, je me permets de développer avec eux. Autrement dit, je mets des labels qui sont comme ça.
Ce qui veut dire que si je devais doubler mon chiffre d'affaires, dans ces cas-là, est-ce que j'ai les moyens de doubler? Si la réponse est non, ben vous choisissez un modèle qui soit scalable, donc numérique. Voilà. Tout seul, vous pouvez doubler un chiffre d'affaires. Le seul élément, c'est qu'au bout d'un moment, vous arrivez à saturation. Et donc, il faut garder pour la stratégie de l'entreprise, pour le marketing, donc l'écoute de vos clients, du temps. Et donc, si vous n'avez plus le temps d'animer, ben, vous ne vous laissez pas prendre par l'animation. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les petits organismes de formation. Ils sont à la quête du client et quand ils en trouvent un, donc ils arrêtent de faire de la quête et donc ils travaillent avec lui. Quand le client dit maintenant on s'arrête, ben, ils se retrouvent un peu en pénurie. Donc, il y a des hauts et des bas parce que c'est mal organisé. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps. Alors, on dit un séminaire stratégique, organisationnel, ça vous permet d'aller au restaurant tranquillement, mais il faut vous poser pour vous dire pendant un jour à la fois comment je fonctionne et avec quel outil. Et si vous êtes tout seul, c'est gênant en rien. Vous pouvez devenir une star mondiale tout seul, mais pas n'importe comment. Et le marketing d'automation, ce qui fait que vous automatisez vos process, nécessite que vous ayez écrit vos process et que vous les ayez pensés. D'accord? J'y reviendrai si ça vous intéresse. Donc, ça veut dire que pour vous, ça va être une contrainte très importante de marketing qui s'en occupe. Et l'idée, c'est de se dire, je vais essayer de monter en puissance. Si, par exemple, je travaille avec des formateurs, je vais essayer de monter en puissance mes formateurs dans un premier temps parce que c'est intéressant de se dire, ces animateurs de formation, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Et s'ils n'ont rien de différent et que je ne les ai pas salariés, parce que ça m'arrange en termes de… Vous allez les voir dans le concurrent. Et s'il fait tous les concurrents parce que c'est l'expert de la région, au bout d'un moment, vous n'avez plus de spécificité. Donc, c'est intéressant de réfléchir, de garder en disant qu'est-ce que nous, on a que les autres n'ont pas. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de monter en puissance, même des freelances, en les montant en puissance sur ce qu'ils font? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'investir chez eux parce qu'ils ne sont pas forcément très bons sur des animations, sur du stand-up, sur des choses assez vivantes, même en présentiel, hein. Je veux dire, le stand-up étant en présentiel, mais ça veut dire que vous les montez en puissance pour faire quelque chose que personne ne fait. Et tant que vous le faites vous-même, au bout d'un moment, et que vous communiquez dessus, dans ces cas-là, les gens vont dire c'est vous le spécialiste. Et donc, si vous prenez les marchés avant les autres, au bout automatiquement, vous avez quelques années d'avance. Et donc, même si les autres copient, ils sont derrière. Donc, ils ont des stratégies de suiveurs. C'est-à-dire que même si eux se développent après, quand ils se développent, ils rappellent que vous êtes le meilleur. Donc, ce sont des stratégies intéressantes. En quoi vous êtes bon? En quoi vos produits sont intéressants? Et c'est là où on introduit dans cette écriture de l'industrialisation ce qu'on appelle la relation, ce qu'on appelle la relation apprenante, pardon. Autrement dit, je ne vends pas de la formation à un temps donné, je vends une relation qui s'inscrit dans le temps. Autrement dit, encore différemment, quand je vends une formation, je prépare dès le démarrage de leur vendre l'étape supplémentaire, l'étape 2. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la longue traîne. Vous trouvez ça sur le net. Autrement dit, vous devez créer autour de vos stratégies, autour de vos produits de formation que vous avez testés, dont il y a une vraie demande. Dans ces cas-là, vous vous dites comment je fais des sous-produits. Chaque sous-produit pouvant me rapporter plein d'argent. Et donc, si je veux, moi, faire une formation que je reproduis plusieurs fois dans l'année, ou une ou deux fois dans l'année, il y en a qui fonctionnent très bien avec une formation dans l'année. Je me rappelle cet organisme qui travaillait et qui réunissait une centaine de personnes sur de la communication ericksonienne une fois par an. Il les réunissait tous. C'était, je crois que c'était à peu près 2000 €, 1500 ou 2000 € pour 10 jours. Il avait 100 personnes qui venaient. Donc, vous voyez, ça faisait un chiffre d'affaires. Et donc, il ne produisait pas énormément, mais il travaillait tout un élément pour faire venir les gens. Il faisait de l'inter. Et on sait très bien que ce qui rapporte le plus en chiffre d'affaires, c'est l'inter par rapport à l'intra. Ce sont deux modèles très différents. En termes, si on compare la durée et la rentabilité sur quelques jours d'animation, c'est l'inter très largement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dans ces cas-là, le tout, c'est d'arriver à se dire, une fois qu'ils sont venus, qu'est-ce que je leur vends pendant la formation? Est-ce que vous faites des bouquins? Il y a plein de logiciels gratuits pour vous faire des bouquins que vous vendez. Donc, ça ne vous coûte rien, enfin, sauf écrire le bouquin, évidemment. Hein. Est-ce que vous faites des tutos? Est-ce que vous dites, ça ne va pas l'aborder, mais ceux qui veulent, il y a une masterclass qui coûte 150 € ou 1500 €, et dans ces cas-là, on développe la masterclass. Et donc, ça veut dire que votre formation ouvre voie à d'autres types de formations. Et donc, c'est ce travail-là d'écriture qui nécessite le fait de dire qu'on gagne souvent beaucoup plus d'argent sur les produits dérivés que sur le produit lui-même. Mais sans produit, vous n'avez pas de produit dérivé. C'est la question qu'on pose souvent en disant comment est-ce qu'on fait de l'argent avec du gratuit? Le gratuit, c'est fait pour faire venir tout le monde. C'est cette fameuse question qu'on pose sur les MOOC. Si on fait un MOOC qui marche très bien, Cécile Desjoues fait 200 000 personnes sur son MOOC, c'est gratuit. Donc, comment est-ce qu'elle gagne de l'argent?
Bon, c'est l'éducation nationale, donc forcément, elle en gagne de par ailleurs. Mais ça veut dire que comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Ben, quand vous avez 200 000 personnes, si vous proposez le livre de Cécile Léjoux, le mug avec Cécile Léjoux, le t-shirt, voire même du coaching avec elle, et dans ces cas-là, vous avez tous des produits dérivés que vous avez écrire dans votre histoire, et les gens, dans ces cas, sont prêts à payer sur la base du volontariat ces produits dérivés. Et dans ces cas-là, vous avez le cœur de la formation qui est gratuite, mais tous les produits dérivés vous font permettre de faire un très, très bon chiffre d'affaires. Faire partie des fameux 1% des organismes de formation qui tournent bien en France. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, quels sont mes produits dérivés? Un bouquin, c'est pas mal. Est-ce que c'est vous qui l'écrivez parce que vous êtes l'animateur? Est-ce que c'est votre formateur qui le fait? Donc, le jour où il s'en va, comment est-ce que ça se gère? Tout ça, ça doit se penser seul ou en équipe, mais c'est mieux d'avoir des effets miroirs pour… ça va plus vite, pour le dire un peu clairement. Donc, faites un séminaire d'organisation marketing en disant comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut l'écrire et le déployer. Pareillement aussi, j'invite à regarder sur les produits un peu innovants dessus, les plateformes. N'hésitez pas, si vous êtes un peu reconnu dans un secteur, au lieu de se dire, moi je suis tout seul et je ferme ma boutique et je verrouille tout ça, faites des plateformes. Vous avez l'école.com qui existe depuis moins d'1 an, qui a lancé une plateforme, alors on leur souhaite tout le succès des startups, mais qui lance une plateforme pour la formation de formateurs. Voilà. Donc, ils mettent cette plateforme-là pour dire, si vous voulez un formateur, nous, on les forme s'ils le veulent, mais on leur permet de mettre leur formation sur cette plateforme-là. Ils sont en démarrage, ça reste modeste aujourd'hui, mais c'est très intelligent d'abord parce qu'ils ont choisi un créneau spécifique, formateur. Après, la plateforme a vocation à diffuser. Alors, ils prennent un pourcentage, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un peu comme, je crois que c'est 15% de la formation. Donc, ça veut dire qu'ils font le marketing de la plateforme et les gens se disent, moi, si je veux un formateur, je sais que je vais trouver plusieurs formateurs sur place. Aujourd'hui, ils en ont une petite cinquantaine. Donc, soit ils restent à 50 et ça ne marchera pas, soit ils arrivent à se démultiplier et c'est eux qui vont prendre le pourcentage. Et les formateurs se disent, moi, j'ai une formation, je le mets en ligne sur cette thématique-là et eux, ils prennent un pourcentage de 15%, ce qui n'est pas très, très important. Udemy prend 50% quand même. Donc, pour donner d'autres plateformes, Apple prend 30%. Donc, ça, mais ce n'est pas le même volume, etc. Mais ça veut dire qu'à partir de là, ils vont pouvoir proposer des schémas. Donc, se choisir un petit périmètre, ils vendent non pas leur savoir, mais ils vendent le savoir des autres et leur élément à eux, ils ont la data, c'est très important, et ils ont derrière la plateforme qui donne de la visibilité. Donc, ça veut dire que derrière, c'est toute une question de marketing, mais ça veut dire qu'ils créent un écosystème autour d'eux. Ils réussiront s'il y a 2 éléments, s'ils arrivent à trouver beaucoup de personnes, organismes de formation indépendants qui viennent alimenter en disant on a énormément de formateurs, vous allez trouver le formateur dont vous rêvez. Et derrière, s'ils sont capables, eux, avec la plateforme, et ça ne coûte rien, hein, des plateformes, il y en a qui sont quasiment gratuites. Hein, c'est ce qu'on appelle le e-commerce que vous pouvez mettre sur votre site. Et donc, vous utilisez dans votre positionnement le fait d'être une vitrine pour les autres, moyennant un pourcentage. Et petit à petit, c'est vous qui devenez l'expert grâce à vous, mais grâce aussi au fait de faire travailler les autres. Donc, ces modèles que le numérique ouvre sont assez intéressants puisque vous savez sans doute, Davos l'a montré, tout le monde se dit, ceux qui tiendront la formation, c'est ceux qui tiendront les plateformes. Ce qui est partiellement vrai d'ailleurs. Donc, et aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme en France sur la formation. Le CPF est une plateforme qui ne marche pas et donc il n'y a pas de plateforme, donc la plateforme sera forcément privée. On a MyMOOC qui fait des choses assez intéressantes, mais si vous vous lancez sur une thématique un peu ciblée, ça ne coûte pas très cher et simplement, c'est toute la partie en amont et en aval qui font la différence. Et si vous choisissez ça, c'est parce que vous voulez, marketingment parlant, être reconnu dans ce domaine. Donc, c'est là où justement, cette partie positionnement fait que si vous êtes positionné sur tout, vous êtes une plateforme qui doit être tellement importante que vous n'avez pas les moyens de vous faire reconnaître. Ou alors, il faut investir des millions d'euros, une dizaine de millions d'euros pour taper des coûts, mais chaque fois, il faut réinvestir chaque année cette somme-là pour devenir la référence. Donc, soit vous les avez, soit vous ne les avez pas. Mais si vous êtes tout petit, avec ce travail modeste dans un secteur et dans un territoire donné, petit à petit, vous gagnez en référencement en référencement naturel sur du Google, hein, qui est souvent un élément de différenciation, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Donc, ça veut dire que quand vous avez une belle histoire que vous tenez et qui est cohérente, dans ces cas, les gens vous suivent et tous les systèmes d'information, Amazon, mais aussi le Bon Coin, au bout d'un moment, deviennent des plateformes pour aider votre plateforme à exister. Donc, il y a des stratégies à avoir qui sont numériques de reconnaissance. Quand vous dites, moi, je suis spécialiste de tout ce qui est la formation, on ne vous reconnaîtra pas. Hein. Même les grands comme Demos, Segos, quand ils sont là-dessus, tout le monde dit, ils ne savent pas tout faire.
L'avantage, c'est qu'ils ont un nom reconnu. Donc, mais on sait très bien que leurs formations ne sont pas à la hauteur, alors que si vous êtes un petit dans un domaine très pointu, vous arrivez rapidement à être une des références locales, voire la référence nationale, et ensuite la référence internationale. Et donc, cette stratégie-là, qui est une stratégie de reconnaissance, fait qu'au bout d'un moment, moi, en tant qu'acheteur, je sais que je viens chez vous quand j'en ai besoin. Voilà. Et donc, ça devient un automatisme. Donc, là-dessus, je vous invite à voir ce que j'avais dit sur les podcasts, mais juste un mot, le podcast apprenant peut être un outil de communication extraordinaire. Je vous rappelle que ça nécessite aucun investissement. Vous allez sur LinkedIn, vous interrogez les leaders de votre secteur d'activité, quel qu'il soit. Vous faites un talk show, hein, donc vous posez des questions techniques. Vous les faites régulièrement. Donc, toutes les semaines, c'est l'idéal. Toutes les 2 semaines, si c'est tous les trimestres, ça ne sert à rien. Mais, dans ces cas-là, vous enregistrez, mettez votre label logo en amont. Au bout d'un moment, vous capitalisez puisque c'est scalable. Et ça veut dire que vous interrogez tous les experts du secteur. Au bout d'un moment, vous devenez l'expert vous-même. Et même si vous ne connaissez pas le secteur, le fait d'interroger les meilleurs font que, par définition, marketingment parlant, vous prenez leur lumière. Donc, aujourd'hui, vous avez 2-3 ans pendant lesquels les podcasts sont très ouverts et vous pouvez devenir le spécialiste et ça devient votre outil de communication magique pour interroger les experts, mais interroger aussi sur les usages, autrement dit, vos clients actuels ou vos clients de demain et vous leur demandez comment est-ce qu'ils fonctionnent avec ça. Voilà. Et donc, cette façon-là, tout ça, ça s'écrit et ça s'écrit dans une cohérence d'image. C'est quel est votre spectacle professionnel. Hein, on dit professional branding. Quand vous n'avez pas de spectacle professionnel, je ne vous connais pas. Et comme il y a une très forte concurrence, il y a 80 000 organismes de formation, pourquoi je vous choisis vous? Voilà. Et donc, si je n'ai pas de raison, hormis que vous soyez de ma famille, ce qui est déjà une bonne raison, voilà, mais ça veut dire qu'à partir de là, il manque cette notion de positionnement. Voilà. Et ce positionnement vous oblige, vous, à penser le positionnement aujourd'hui, mais en vous disant, à 2-3 ans, je me vois comment. Et on s'aperçoit, j'avais cité Grossmaker qui, en l'espace de 2 ans, aujourd'hui, est à 1 million de chiffre d'affaires. Une boîte qui apparaît de nulle part, avec des gens de talent, hein, comme chaque fois des formateurs, comme vous l'êtes tous, mais des gens de talent, j'ai dit 1 milliard, c'est 1 million. Hein, je ne sais plus si j'avais dit 1 million de chiffre d'affaires sans gros investissements, mais un travail sur la cohérence du produit, le gros hacking. Et au final, donc une fois qu'ils sont reconnus là-dessus, ils font quoi? Là où tout le monde va, sur le management. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus gros marché. Mais ils sont reconnus dans la spécificité. Quand vous faites en 2 ans 1 million de chiffre d'affaires, c'est une très, très belle réussite. Notez bien que c'est assez cohérent puisqu'ils font du gros hacking. Donc, cette façon de croître très vite. Donc, ils le démontrent en la matière. Mais ça veut dire que, vous voyez, une belle histoire qui tient bien. Après, vous préparez votre rayonnement marketing sur les salons et vous avez des espaces gratuits. Vous allez voir justement sur les conférences que vous pouvez donner, sur le fait d'être sur les réseaux sociaux, sur le fait de faire des événements, tous ces éléments-là qui sont gratuits mais qu'il faut faire en cohérence. Il faut écrire votre plan de communication et il faut sortir de la communication plan-plan en disant « je vais mettre sur les réseaux sociaux le programme des formations que je donne ». C'est un truc nul et sans intérêt, c'est-à-dire que vous devez acheter des jeunes ou vous-même qui n'êtes pas forcément jeune, parce qu'ici on est expert en général, on est à un certain âge, vous devez réfléchir comme quelqu'un qui a quelque chose à dire mais qui ne sait pas le dire dans la langue des gens qui vous entendent. Et si vous faites ça, le gros avantage, c'est que tous ces logiciels qui cherchent du contenu et qui mettent en avant du contenu, petit à petit, vous poussent naturellement, c'est-à-dire sans que vous ayez d'argent à dépenser. On n'est pas à l'abri si vous mettez un peu 3 sous, d'avoir un peu quelque chose. Mais si vous n'avez rien à raconter, vous mettre 3 sous ou plus, ça ne sert à rien. Ce qui est souvent le problème des communications institutionnelles. Elles n'ont rien à dire, mais elles occupent le terrain. Donc, hormis payer les gens qui font de la publicité, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, ça n'augmente pas et ça ne remplit pas les stages. Hein, le taux de remplissage dépendant de ça. Quand j'ai rien à dire, les gens ont du mal à venir. Donc ça, c'était l'élément que je voulais donner. C'était la partie un peu économique, qui est une contrainte importante. Si je fais une très, très forte campagne de publicité, mais que derrière, je n'ai pas prévu le fait d'avoir la logistique pour ça, je bug. Et dans ces cas-là, ma publicité ou ma communication est contre-productive parce que c'est ce qui va amener ma faillite. Est-ce que là-dessus, vous avez des questions ou Il n'y a pas de questions, mais peut-être peux-tu préciser sur le positionnement, en fait, alors il y a des organismes qui prennent seulement conscience du marketing de l'offre, donc je me mets un peu à leur place, savoir est-ce que mon positionnement est bon ou pas, mais surtout sur quel timing revoir son positionnement, et est-il nécessaire de le revoir régulièrement? La réponse est non.
C'est carré. C'est-à-dire, un positionnement, c'est une histoire. Si vous changez d'histoire toutes les années, laissez tomber, c'est que vous êtes nul, vous n'avez pas d'histoire. Voilà. Donc, ça veut dire que, et les gens, ils ont autre chose à penser que vous. Mettez-vous à la place des gens, on verra les cibles, hein. Mettez-vous à la place des gens. D'abord, ils s'en fichent un peu de vous. Ils vous gardent en mémoire, mais ils ne vont pas rechercher, vous suivre, etc. Donc, ils vous gardent de loin. Si vous changez toutes les années de positionnement, c'est que vous n'en avez aucun. En fait, il faut toutes les années garder le même et l'adapter petit à petit sur des petites choses, parce que chaque fois, il y a des trucs importants. Donc, si vous prenez un positionnement, c'est le développement durable. Bon, pourquoi pas, tout est bon. Voilà. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire développement durable? Et derrière, vous le déployez. Ça veut dire que vous avez une histoire, vous êtes développement durable. Et donc, pendant les 5-10 prochaines années, c'est le choix que vous avez fait. Le bien-être, par exemple, le bien-être au travail ou une façon de penser, une nouvelle éthique au travail, tout est bon. Et puis après, vous le déclinez. Mais quand vous avez choisi un élément, vous devez garder votre histoire pendant 5 ans. Voilà. Et au moins. Et puis, si vous le changez tous les 5 ans, c'est qu'à un moment, vous réinventez votre entreprise tous les 5 ans. Donc, il y a un truc qui ne va pas dans votre histoire. Donc, ça veut dire que… Et derrière, ça ne veut pas dire que vous fassiez la même chose. C'est que chaque année, comme tout le monde, si effectivement McDo, qui sont des spécialistes parce qu'ils sont en B2C, donc c'est beaucoup plus vif, si McDo dit on a toujours les mêmes produits qui sont bons, on va dire on s'en tape, quoi. C'est comme d'hab. Et donc, une fois que vous avez votre histoire, ça veut dire que vous allez créer des challenges, vous allez créer des choses. Si vous êtes sur le développement durable, vous dites, prenez une des rivières qui coule pas très loin de chez vous, vous dites, ça serait intéressant sur les réseaux sociaux de dire tous les jeunes, si vous travaillez avec des écoles, vous demandez aux gens de l'école de venir, de faire œuvre de quelque chose, vous les filmez pour nettoyer un morceau de rivière, choisissez un acte citoyen, enfin, qui correspond à ce que vous voulez faire, faites un challenge, vous demandez aux gens de filmer, de photographier, d'apporter des contenus, et si vous avez créé une communauté autour de vous, les gens le font volontiers parce que votre histoire tient la route. Ça va même assez loin quand vous reprenez ce que font les Canadiens, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des clients qui donnent le nom des fournisseurs à l'entreprise en disant, eux, ils font des trucs que vous pourrez mettre dans votre catalogue. Et donc, alors que le client peut très bien y aller tout seul, hein, dans ces cas-là, voir le fournisseur. Eh bien non, ils disent, c'est bien parce que vous avez une histoire militante et donc vous avez une histoire à raconter. Et donc, moi, j'adhère à l'histoire que vous racontez. Ça peut être le sport avec le sport et le management, tout est bon. Mais ça veut dire que derrière, vous devez avoir au moins une formation où vous montrez sport. Et donc, si vous avez des crêpes dans votre région, ce n'est pas inintéressant de se dire, vous rencontrez les sportifs du Krebs, vous le faites chez eux, même si vous faites une formation traditionnelle, pour dire il y a une cohérence. Le sport, c'est la performance, c'est le dépassement de soi, c'est l'effort collectif, tout est bon, choisissez le sport que vous voulez. Mais voyez, vous avez une histoire que vous avez racontée. Et c'est pas, tiens, je trouve une histoire, tiens, ce matin, je me suis levé, j'ai une idée. Non, les idées, vous les gardez pour vous, on s'en fiche. Vous faites une histoire que vous tenez longtemps, et comme ça, les gens s'habituent à votre histoire. Et ça veut dire que chaque fois, par contre, vous allez faire vivre cette histoire. Et donc, bien sûr, chaque année et chaque trimestre, vous allez écrire votre programme pour dire qu'est-ce qu'on fait cette année qu'on n'a jamais fait. Soit vous le proposez vous-même, si vous êtes en phase de démarrage de votre histoire, personne ne va la pousser. Soit au bout d'un moment, vous demandez aux gens qui vous suivent, les gens que vous avez déjà formés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, vous créez une communauté autour de votre histoire. Si vous n'avez pas d'histoire, vous êtes pauvre en termes de valeur ajoutée. Donc, construisez l'histoire. Et mon conseil, construisez une histoire qui vous corresponde. Vous embêtez pas à faire semblant d'inventer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faut bien sûr qu'il y ait une résonance, mais partez de quelque chose qui correspond à ce qui vous intéresse. Comme ça, vous avez kiffé sur votre histoire. Vous allez développer quelque chose que vous trouvez magique. Et souvent, ce qui fait l'histoire, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Tous les formateurs connaissent bien cette dimension. C'est ce qui fait l'histoire, c'est vous. Quand vous excitez tout seul sur un truc qui vous paraît génial, dans ces cas, les gens se disent soit c'est un grand malade, ce qui est possible, soit vous dites qu'il y a quelque chose de vrai. C'est cette contagion émotionnelle sur une thématique que vous avez identifiée que vous allez choisir. Vous êtes dans l'insertion, des gens, pour avoir travaillé avec des gens qui étaient sur l'école de la deuxième chance au début, ce sont des passionnés. Et pourquoi ça marche? La pédagogie était, elle avait des marges de progrès, on va dire. Mais la réalité, c'est que c'était des gens passionnés. Et si vous avez une histoire qui est passionnante, vous faites venir des gens du monde entier sur votre histoire. Vous avez plein de gens qui vont pouvoir venir faire sur YouTube, sur des podcasts, des choses comme ça. Ils vont donner des interviews parce que vous dites, nous, on tente une expérience. Est-ce que vous acceptez de nous donner des conseils? Et vous avez des gens, alors, en langue française, si vous parlez que français, et il y a des gens du monde entier qui sont prêts à vous donner. Et vous vous rendez compte, chez vous, vous pouvez avoir le monde entier qui vient vous apporter du contenu qu'après, vous pouvez monétiser. Hein. Et un contenu gratuit. Pourquoi? Parce que vous êtes militant de ce que vous faites. Les anglo-saxons sont plus réactifs là-dessus, mais en France, il y a énormément de personnes qui le font, donc en la matière. Mais pour qu'ils viennent, il faut que vous ayez une histoire à raconter. Pas d'histoire, pas de bras, pas de chocolat. Donc ça, c'est clair hein, là-dessus.
Alors évidemment, quand on a une histoire, on se dit on a une belle histoire, si on la garde pour soi, ben, ça reste modeste. Voilà. Ça serait bien d'arriver à monétiser son histoire pour qu'elle puisse avancer. Et donc, pour monétiser, la première question, c'est de se dire quelle est ma cible? Qui sont mes clients? Alors bien sûr, là, on est sur de la formation professionnelle, donc on se dit on est en B2B. Donc on travaille avec les entreprises. Oui et non. Je vous invite à… Alors, vous choisissez, hein. Vous savez que gouverner, la stratégie, c'est choisir. Si vous faites tout, c'est que vous ne faites rien. Voilà. Vous n'avez pas à faire 10 000 entreprises avec votre même entreprise. En vous disant, si je fais un peu de ça, vous faites des choix et vous les assumez. Et après, vous avez les métriques. Si ça ne marche pas, c'est qu'on peut changer. On dit, on pivote dans l'entreprise. Et si ça marche, bah, vous êtes riche. Et donc, dans ces cas-là, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Puisqu'on est dans les périodes de fête, on se rapproche de l'esprit de Noël. Donc, je vous invite à recevoir tous les cadeaux de votre travail. Donc, première question, est-ce que c'est B2B, B2C? Si vous êtes sur des sujets qui sont assez ouverts, communication, soft skills, etc., il y a un très, très gros levier dans le B2C. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans le B2C. Et je vous invite à analyser le marché. Alors après, vous prenez pas, tout est bon. Hein. Mais puisque c'est votre histoire. Voilà. Il y a un très gros levier. Et regardez les gens qui gagnent beaucoup d'argent sans avoir la légitimité que vous avez sans doute. Légitimité des entreprises, des programmes que vous avez construits, etc., de votre histoire. Il y a plein de gens qui se lancent, qui font du coaching, qui font de l'accompagnement. Alors, on a vu, vous avez pu noter ça sur… on ne connaissait pas bien, personne connaît trop la rémunération des indépendants. OnlyFans, qui est un réseau social très intéressant pour monétiser du contenu. Donc, dans ces cas-là, OnlyFans a été piraté, comme c'est souvent le cas de toutes les grosses structures. Donc, OnlyFans, on a connu le salaire de tous ces gens-là. Et on s'est aperçu mais ils gagnaient des sommes que les organismes de formation ne gagnent pas, des centaines de milliers d'euros, sur des gens dont on se dit, c'est ridicule ce qu'ils font. Sauf que le modèle qu'ils ont choisi, et donc ils n'ont pas énormément de contenu, c'est souvent comme ça que ça se voit, ils n'ont pas de contenu, mais ils arrivent à le monétiser de façon extraordinaire. Donc imaginez-vous qu'ils repreniez ces codes du B2C, et donc vous avez un volume beaucoup plus important. Si vous faites des produits scalables, par exemple, dans ces cas-là, avec du contenu et l'histoire qui est la vôtre, ça peut valoir la peine de le faire. Et si c'est des produits scalables, il suffit d'enregistrer une fois ou deux et derrière de pouvoir travailler autour de ça. Donc ça veut dire qu'à vous de réfléchir, pour des gens qui ont l'habitude de travailler en entreprise, qui ont une légitimité, pensez aux particuliers avec deux remarques. Les particuliers sont beaucoup plus nombreux, donc gagnez beaucoup plus d'argent, si ça marche évidemment. Vous avez qui est entre le B2C, B2B, le CPF, si vous êtes Calliope, puisqu'on va rentrer dans la période Calliope, dans ces cas, le CPF, ce ne sont pas les entreprises qui disent ce qu'il faut faire, même si elles peuvent abonder. L'abondement ne marche pas très bien. Donc, ce sont plutôt les particuliers. Et les particuliers, ce sont sur des médias particuliers. Et ils disent, ça me plaît comme formation. Ça fait 1 500 €. Vous savez qu'à peu près, on est à 2 500 €, 3 000 € par CPF, puisque personne ne les utilise. Donc, chaque année, ça se capitalise. Si vous avez quelqu'un qui dit, moi, ça m'intéresse, je mets 1 500 € et je le mets sur mon CPF, si vous êtes Calliope, on est bien d'accord. Mais même si vous n'êtes pas Calliope, vous pouvez utiliser ça comme des produits. Et n'hésitez pas, pour bien montrer que c'est du B2C, à utiliser le Black Friday pour vendre vos produits. Voilà. Si vous êtes sur des produits scalables, vous dites, pour le Black Friday, ceux qui viennent, donc vous voyez, le Black Friday, c'est là où il y a des promotions. Hein, donc, massives, c'est Amazon qui avait créé ce jour-là pour faire un Noël supplémentaire. Hein. Donc, pour Black Friday, alors ça peut être d'autres choses qui sont… Black Friday, tout le monde est calé. Si vous faites 50% sur des produits scalables, de toute façon, ils sont amortis. Et ça vous permet de toucher du B2C. Des gens qui disent, à 50%, ça m'intéresse. Voilà. À condition, bien sûr, d'avoir, et on revient en amont, une histoire, un titre sur votre formation, qui soit une réclame attractive, etc. Donc, si vous avez fait le boulot marketing, dans ces cas-là, vous utilisez les plateformes des autres pour arriver à écouler vos produits. Le Groupon, par exemple, fait ça aussi. Il y a très peu d'organismes de formation qui le font parce qu'ils restent branchés sur l'idée, je fais mon site et les gens qui m'aiment bien viennent sur mon site. Des gens du XXe siècle, grosso modo. Donc des losers par rapport au XXIe siècle, en B2C. Mais il y a un vrai levier de croissance et aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, surtout si vous avez une légitimité. Et regardez ce que font les gens sans légitimité, des gens qui font des choses assez extraordinaires, ils gagnent des sommes qui se rapprochent du million, et certains dépassent largement le million, pour des gens tout seuls qui bossent, dont leur historique fait qu'ils sont légitimes, mais dont les contenus, si vous connaissez un peu votre matière, ils sont, on va dire, il y a des marges de progrès, on va dire comme ça, pour ne pas être désobligeant. Donc, vous qui arrivez, vous avez un levier de croissance. Donc, on se ressent sur le B2B, mais c'est important aussi parce que ça vous permet aussi d'avoir des leviers de croissance.
Quand vous êtes riche, vous pouvez réinvestir sur des choses en B2B. En B2B, vous avez grosso modo trois cibles un peu différentes. La première cible, c'est celle des dirigeants. Ça dépend de la taille des entreprises. Les dirigeants, c'est une façon de communiquer. Vous avez ensuite les responsables de formation en direct qui vous proposent le fait de pouvoir travailler soit par appel d'offres restreint, soit… et donc là, vous avez un côté relationnel. Il faut que les responsables de formation vous connaissent. Ou alors, vous avez des responsables de formation qui sont plus administratifs. Et dans ces cas, ce sont des appels d'offres. Voilà. Et dans ces cas-là, il faut travailler quelqu'un qui aille sur les sites des appels d'offres, qui s'entraîne à répondre sur les appels d'offres, comme font les grands. Ils prennent une flopée de gens qui répondent sur des appels d'offres. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un qui percute. Et dans ces cas-là, ils ont les formateurs pour répondre. Mais la vraie relation client, c'est de savoir écrire un appel d'offres. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, quand ils sont animateurs, c'est plutôt des créatifs, des gens passionnés, donc des gens qui transmettent l'émotion. Ils ne sont pas bipolaires, donc ils savent transmettre de l'émotion. Transmettre de l'émotion sur un appel d'offres, c'est un oxymore. Un appel d'offres, il y a des cases, on rentre dedans, on ne rentre pas dedans. Et plus on met de l'émotion, moins on rentre dedans. Donc, il y a des gens qui sont nuls sur la formation, mais qui sont faits pour être des experts comptables de la formation. On rentre dans les cases. Dans ces cas-là, eux, ils sont faits pour les appels d'offres. Et après, il faut faire intervenir des gens qui ont cette capacité de transmettre de l'émotion. Donc, si vous avez des gens à recruter, prenez des gens très structurés, tristes à mourir, mais qui sont faits pour les appels d'offres. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que si c'est des appels d'offres, la relation, il faut prendre les sites, vous répondez dans les deadlines, ce qui nécessite qui nécessite une logistique, mais pas un travail relationnel, puisque les appels d'offres sont reconduits sans fidélisation en général. Donc, soit, si je reprends mes cibles, j'ai les chefs d'entreprise, où là, vous allez dans le MEDEF local, vous les rencontrez, vous essayez de vous faire connaître pour les comprendre. Et quand ils vous disent, c'est d'essayer d'avoir de la stratégie avec eux. C'est-à-dire, quand on prenait une boutique, la question, c'est avec le numérique, qu'est-ce qui va changer? Dans le déconfinement, qu'est-ce qui va changer chez vous? Et donc, quelles sont les nouvelles compétences? Donc, vous ne posez pas les questions des compétences, ça c'est les ressources humaines, mais vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Et la personne va dire, moi, je vais me développer et j'aimerais bien partir à l'étranger. Et vous traduisez dans votre tête, partir à l'étranger, ça veut dire nouvelles compétences, etc., former des gens en interne ou en externe. Et dans ces cas, si c'est en externe, on va faire un travail de cohésion d'équipe quand on travaille avec deux équipes qui sont indépendantes et qui apprennent à travailler sur la même entreprise. Quand c'est en interne, il faut faire monter des compétences. Et là, moi, je traduis ça dans mon métier. Mais mon travail, et donc je suis dans ces cas consultant. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous avez des patrons, c'est oui, non, ils sont opérationnels. Voilà, vous êtes dans l'axe, vous ne l'êtes pas. Donc, il faut savoir parler le langage des patrons. Et il faut savoir les rencontrer. Ce sont des gens qui sont sur des lieux, souvent des associations, le CGPME, MEDEF, plein d'autres associations, elles sont toutes bonnes, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Et il faut les rencontrer, les écouter, mais ça ne suffit à rien parce que ce n'est pas eux qui vont aller jusqu'à chez vous. Comme vous êtes consultant, c'est vous qui allez chez eux. C'est ce qu'on appelle, en termes de vente, de la chasse. Vous dites, je veux travailler avec eux, vous les écoutez, vous les regardez, vous regardez à quoi ils fonctionnent, de façon à être là au bon moment, mais avoir les bons mots et de comprendre leurs problématiques. Et ne pensez pas que c'est eux qui vont faire l'effort d'aller chez vous, parce qu'ils ont un métier. Et vous, c'est consultant. Donc, dans ces cas-là, vous choisissez les lieux, les rencontres, etc. Combien, et donc pour le dire concrètement, combien de patrons vous rencontrez la semaine prochaine? Bon, disons pas la semaine prochaine parce que vous êtes occupé. Dans un mois, vous en rencontrez combien? Si vous en rencontrez un par mois, intuitivement, pendant les vacances, vous en rencontrez peut-être pas. Donc, ça fait 10 chefs d'entreprise que vous allez voir. Vous avez intérêt à être sacrément bon pour être capable de taper sur les 10, pour être capable de trouver un contrat ou 2 contrats. Sachant qu'ils n'ont pas forcément des besoins extraordinaires. Donc, ça veut dire que moi, je m'organise pour rencontrer un par mois. On s'aperçoit bien que j'ai intérêt à ne pas avoir de salariés. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut en rencontrer plus. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je m'organise, où je les rencontre, comment je les rencontre, etc. Donc, qui je dois rencontrer? Donc, il y a des clubs d'influence, très bien, mais il y a des endroits où on le rencontrer. Le MEDEF, par exemple, organise des sessions ouvertes. Vous y allez systématiquement. À la fin, on se dit, mais vous êtes là, bonjour. Donc déjà, il y a toujours quelque chose à manger à la fin, mais ça veut dire que vous vous retrouvez avec des gens, vous discutez autour d'un verre, etc. Donc l'intérêt n'étant pas de manger, mais de rencontrer des gens qui mangent. Et donc ça veut dire que vous discutez, carte de visite. Au début, on ne calcule pas, mais au bout d'un moment, on s'aperçoit que vous êtes là. Vous n'hésitez pas à faire une intervention à un certain moment. Vous discutez avec les gens autour de vous qui sont plus ou moins sympas. Et puis au final, ça veut dire que vous allez rencontrer, et si vous êtes un peu disponible et que vous preniez du temps pour être disponible, au bout d'un moment, vous allez vous faire du réseau. Donc, mais ça prend du temps. Et c'est pas, tiens, je vais le faire peut-être. Non. C'est la semaine prochaine, on voit qui. Et donc, si vous n'avez pas de métrique, vous dites, je fais ça à l'air du temps. Et comme vous avez un métier, vous n'y pensez pas. C'est-à-dire que vous êtes mal organisé. Voilà. Donc, si vous voulez rencontrer des gens, combien vous en rencontrez? Un des conseils que je vous donne,
toutes les semaines, rencontrer une personne, aller manger avec quelqu'un, boire un café avec quelqu'un, soit une personne clientèle, soit une personne qui vous sort de votre zone, ou soit une personne pour faire du chiffre. Alors, ce n'est pas forcément négocier business, hein, c'est une première accroche. Allez prendre un café avec quelqu'un. Donc, vous allez sur un salon, vous rencontrez quelqu'un, vous serrez des mains, vous prenez des cartes de visite et vous rappelez et vous dites toutes les semaines, j'en rencontre un. Et là, vous voyez si vous êtes dans vos métriques. Et puis après, vous dites quel est mon taux de conversion. Après, vous dites non, je ne suis pas bon, donc peut-être j'ai mal ciblé. Et donc, vous retravaillez comme on fait dans le marketing. Hein. On se lance et puis après, on a des chiffres pour le calculer. Sur les responsables de formation, pareil que pour les chefs d'entreprise, mais pas du tout le même discours. Donc, certains sont plus à l'aise avec les responsables de formation qui ne le sont avec des chefs d'entreprise. Et inversement, ce n'est pas du tout la même énergie. Hein. Fonction corporate, fonction de business unit. Donc, il faut que ça avance. Fonction corporate, c'est pas forcément. Il y en a qui sont trop agressifs pour les responsables de formation, trop rentrent dedans. Ils sont plus pour les chefs d'entreprise. Voilà. Donc, il y en a qui sont trop mous pour des chefs d'entreprise. Voilà. Ils sont beaucoup plus dans le temps et dans le ton des responsables de formation qui sont là pour caler les achats. Et donc, dans ces cas-là, à vous de choisir. Donc, les responsables de formation, vous avez plein de petites associations, vous avez plein de possibilités de les rencontrer. Allez sur les salons professionnels, serrer des mains, etc. Là, encore une fois, vous les rencontrez, vous les rappelez et vous faites le suivi. C'est-à-dire, vous vous forcez à les rappeler régulièrement et de faire le suivi nécessaire. Au début, ils se disent non, mais il vend ma soupe. Mais quand on vous a rencontré 2-3 fois, si vous avez travaillé votre pitch, votre accroche, alors dans ces cas-là, vous êtes capable d'avoir des gens qui disent quand le problème vient, vous êtes présent à mon esprit. D'accord ? Donc là, pareillement, quand on est sur les réseaux sociaux, si votre cible, ce sont les responsables de formation, vous écrivez des choses sur les réseaux sociaux pour les responsables de formation. Est-ce que vous parlez le langage des responsables de formation ? Ça, c'est à vous de voir. Si personne répond en termes de taux de conversion ou de like ou de choses comme ça, c'est que vous parlez un langage qui est que le vôtre. Et donc, économiquement, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, pour le dire différemment. Dernier point, est-ce que ce sont les apprenants qui sont vos clients ? Ce n'est pas du tout la même chose. Et quand on est dans une entreprise, c'est une vraie question qui a des écarts très significatifs. Qui est votre client ? Les apprenants ou le responsable de formation ? Est-ce qu'on demande aux apprenants de ne pas faire de vagues ? On le dit entre nous, comme ça on parle vrai. Dans certaines boîtes, c'est le responsable de formation et on vous dit il ne faut pas qu'il y ait de rejet. Donc, il faut que tout le monde vous aime bien. Donc, il y a des techniques d'animation qui font que ça marche bien. Mais est-ce qu'à la fin, ce qui est le plus important, c'est de répondre au cahier des charges du responsable de formation ? Et dans ces cas-là, vous gardez votre budget. Si tous les apprenants vous dites que c'est génial, mais que je prends position pour les apprenants et pas pour le responsable de formation, et parce que des fois, c'est très éloigné, dans ces cas-là, vous ne restez pas dans la boîte. Donc, voyez, donc la question, ça a son sens. Et en fonction de ça, on peut déployer. D'accord ? Juste avant de rentrer sur le marketing d'automation, pourquoi j'insiste sur ces cibles? C'est parce que c'est pour montrer qu'on ne les rencontre pas uniquement sur une demande qui est identifiée, on travaille sur une relation. Et donc, le marketing de l'offre, c'est prendre l'habitude de rencontrer des gens. Ça a l'air de rien. Alors, on n'est pas obligé d'aller au restaurant tout le temps si ça coûte trop cher, mais un café, ça ne coûte rien. Se déplacer chez les gens, ça facilite les choses, mais je m'organise là-dessus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas du travail pour rien. Et donc, quand on cible un grand compte qui est difficile d'accès, donc un gros budget au final, ça nécessite un temps d'investissement important et vous devez mettre des jalons pour voir si vous vous rapprochez de ça. Donc ça, c'est pour le marketing. Et quand on travaille pareillement sur le marketing et relationnel, quand j'ai fait une formation, je n'attends pas la suivante, c'est-à-dire que je fais des formations avec de la vente additionnelle. Je leur dis, s'ils ont fait ça, ça serait bien. Et donc, dès le démarrage, qu'il y ait une suite. Pour ceux qui ont suivi la conférence numéro 2, j'avais vous donné ce truc qui est vraiment intéressant. Vous faites une formation en présentiel, traditionnelle. C'est intéressant de leur proposer de vendre une communauté apprenante que vous facturez, bien sûr. Donc, vous faites ça sur WhatsApp, sur des logiciels Teams, enfin, ce que vous voulez. Vous en choisissez un. Mais ça veut dire que vous dites, on a fait la formation. Pour tout le service après-vente de la formation, on a un outil. Et vous arrivez à augmenter votre chiffre d'affaires de 30%. Sur une gestion qui est asynchrone, donc qui est assez facile à gérer, donc sur ce groupe-là. Et donc, ça veut dire que vous poussez du contenu et vous répondez bien sûr aux questions. C'est un peu une hotline différée. Donc, ça veut dire que c'est des produits que vous devez calibrer, que vous devez quantifier. Le prix dépend beaucoup de votre relation. Les prix sont très ouverts, mais vous pouvez augmenter les tests qu'on a pu faire avec les entreprises qui l'ont mis en application, qui ont donné leurs chiffres aussi, qui ont cette gentillesse. C'est 30% d'augmentation de chiffre d'affaires sur les mêmes clients avec les mêmes produits. En leur disant, on a fait la formation, elle est bien, mais est-ce qu'elle est vraiment bien pour vous ? On fait le service après-vente.
Et là, on vend le service après-vente en même temps qu'on vend le produit. Si vous le proposez systématiquement, vous avez une chance supplémentaire. Et donc, quand vous avez fini ce service après-vente, vous vous rappelez en disant ça serait peut-être intéressant de faire et donc de proposer autre chose. Mais vous savez d'ores et déjà que vous avez écrit une histoire pour dire qu'il y a plusieurs niveaux. Et donc, suivant les évolutions, suivant la tendance, vous relancez avec des produits qui sont relationnels. Et ce n'est pas je réponds à une question, gestion du stress, point barre. Voilà. Et donc, c'est tout un travail comme ça. On n'est pas sur une transaction à un moment donné, on est sur une relation. Et quand vous rentrez dans l'entreprise, vous allez dans l'entreprise vous faire connaître et reconnaître. Les managers vont vous parler, si c'est vous l'animateur, puisque c'est lui qui fait le lien, ils vont vous dire c'est génial, ils vont garder le lien. Et petit à petit, en gardant ce lien, vous allez voir que l'entreprise a besoin d'autre chose. Et donc, peut-être même le responsable de formation n'est pas au courant. Donc, avec cette montée en puissance d'information, vous pouvez redonner de l'information. Et là, le responsable de formation va se dire, vous êtes sacrément intéressant parce que vous faites mon boulot de recensement. En plus, on vous dit des choses qu'on ne me dira jamais à moi parce que c'est le canal historique. Et donc, tout ce travail-là, vous allez augmenter votre valeur ajoutée, votre fidélisation. J'ai toujours été très marqué comme quoi les responsables de formation vous choisissent parce que vous êtes à peu près bon, mais surtout vous gardent parce que vous êtes fidèles et que vous êtes des gens de confiance. On sait qu'on peut compter sur vous. Même en situation de difficulté, vous êtes là. Et donc, c'est cette confiance-là. Et même si vous plantez, ils ne miseront pas sur leur poste là-dessus, mais c'est la confiance qui prime avant votre compétence. Donc, à vous de construire la confiance. Et ça, la confiance, ça se prouve. Donc, ça s'écrit pour vous. Voilà. Donc, ça, c'était les éléments. Comment on fait de l'argent? Est-ce que là-dessus, il y a des gens qui veulent devenir riches? Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de questions. L'argent ne les intéresse peut-être pas. Il n'y a pas de question. Encore une fois, l'argent, ce n'est pas uniquement le business, c'est aussi le marketing. Les gens vous payent parce que vous leur apportez quelque chose, qui n'est pas ce qui est écrit. Hein. On est bien d'accord qu'il y a plein de sous-entendus sur la formation. Il y a des formations obligatoires qui sont nulles, mais quand elles sont obligatoires, on le fait. Et donc, dans ces cas-là, il y a ces éléments-là. Alors, on ne dit pas qu'elles sont nulles et qu'elles sont inintéressantes, mais vous allez voir qu'ils vont titiller sur le prix parce qu'il y a des formations qui ne servent à rien, mais obligatoires. Hein. Et donc, ça veut dire que c'est pour ne pas être pris à défaut. Donc, il y a tout le non-dit qui fait le bonheur du B2B. C'est-à-dire qu'on vous dit forcément, on veut de la formation de qualité, qui marche forcément bien, qui soit fun, qui soit ceci, cela. Et puis, quand vous voyez leurs formations, elles sont nulles, quoi. Donc, à vous de travailler avec ce qu'on vous donne et à vous d'être capable de proposer avec vos mots ce qu'on vous demande officiellement et de répondre avec l'officiel, mais de faire aussi de la production. Et c'est là où je reviens sur la différence entre responsable de formation, par exemple, qui a peur pour son poste, et des apprenants. Eh bien, le responsable de formation va demander des choses très calibrées. Et vous devez lui donner ça, mais peut-être que les apprenants ne veulent pas ça du tout. Et donc, dans ce que vous leur proposez, le cadre qu'on vous propose, vous devez avoir des leviers d'animation qui fassent que ce soit beaucoup plus interactif, donc un style d'animation qui libère la parole, parce que de l'autre côté, effectivement, le contrat est tellement mal fait que finalement, le cahier des charges est nul. Voilà, et ne sert à rien pour l'entreprise, sauf que ça permet à certaines personnes de se couvrir. Et donc, il faut savoir jouer sur les non-dits de l'entreprise. Et ça, si vous êtes l'animateur, c'est un atout extraordinaire parce que quand vous laissez parler les gens dans ce qu'ils vous disent et ce qu'ils ne vous disent pas, dans ces cas-là, vous comprenez où ils en sont dans leur situation. Relation apprenante, c'est très important. Donc, ça prend du temps. Donc, vous êtes obligé d'aller au restaurant. Hein, vous êtes obligé de manger avec des gens sympas ou pas. Hein. Donc, à vous de chercher des gens sympas là-dessus. Je voulais aborder un sujet intéressant, surtout pour les petites structures. C'est ce qu'on appelle le marketing d'automation. Hein, c'est-à-dire le marketing automatique. Hein, c'est-à-dire comment je fais pour avoir des clients et gérer ma relation clientèle. Eh bien, vous avez des outils plutôt sympas en formation, du style, alors je vous donne quelques exemples français, Sendiblue, ce qui vous permet de faire des mailings. Hein. Donc, il faut avoir des listes quand même de gens qui nous suivent. Quand vous n'avez pas de liste, je vous dirai après comment on fait. Mais au départ, et puis on met cette liste dedans, on écrit une newsletter, voilà, au rythme que vous voulez, vous l'envoyez, et au final, vous voyez vos métriques. Alors, évidemment, est-ce que dans la newsletter, les gens la reçoivent? Est-ce que l'adresse est bonne? Donc, ça vous permet de voir si vos adresses sont bonnes. Est-ce que derrière, ils cliquent? Voilà. Est-ce que derrière, est-ce qu'ils l'ouvrent? Est-ce qu'ils cliquent? Et derrière, si vous avez une conversion, par exemple, est-ce qu'ils s'inscrivent? Donc, ça vous permet d'avoir tout le circuit pour se dire comment je deviens riche. Est-ce qu'ils payent en ligne ou est-ce qu'ils appellent? Enfin, vous voyez, à peu près tous les systèmes que vous avez choisis. Alors, pourquoi on appelle ça marketing d'automation?
Donc, parce qu'avant, il y a toujours eu des systèmes d'emailing, hein, ça existe depuis plus de 20 ans. Mais la réalité, c'est que là, vous pouvez faire ça de façon automatique. Et si les gens, par exemple, n'ont pas cliqué, peut-être qu'ils n'étaient pas là, peut-être qu'ils ont eu autre chose. Dans ces cas-là, vous pouvez dire 3 jours après ou 4 jours après, je renvoie le même mail. Si les gens l'ont reçu mais n'ont pas cliqué dessus, ça veut dire que le titre n'a pas plu. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait d'A/B testing au départ, c'est-à-dire que vous n'avez pas testé vos… et qu'en tout cas, ça ne les intéresse pas. Donc, vous dites peut-être que j'ai un deuxième élément, ils ont reçu. Donc, ils ont vu apparaître juste le haut du mail, sauf qu'ils n'ont pas cliqué dessus. Donc, ça ne leur parlait pas. Donc, ça vaut peut-être la peine automatiquement de dire, si au bout de 3 jours, c'est comme ça que vous programmez ce qu'on appelle des tunnels de vente, si au bout de 3 jours, ils n'ont pas répondu, je renvoie le même mail, mais je change le titre du mail. Et donc, comme j'avais préparé plusieurs, donc tout ça, j'écris. Si effectivement, ils ne sont pas intéressés, je peux leur poser des questions, donc je leur envoie automatiquement. C'est-à-dire, je crée toute ma scénarisation de ça, donc ça me prend un peu de temps, j'écris ce que l'on doit écrire, et après, je suis calé. Et après, c'est automatique. Voilà. Et donc, sur ma période, voilà. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut envoyer en très grande quantité. Si vous avez arrivé à récupérer, bien sûr, il faut que celui soit d'accord, donc que ce soit RGPD compatible, vous avez des listings des gens qui ont l'habitude de vous suivre. Petit à petit, vous leur proposez plein de choses. Et s'il n'y a pas un taux de conversion, c'est qu'en fait, c'est peut-être nul votre produit. Et donc, c'est ce qu'on appelle le copywriting, qui consiste à dire comment j'écris mon mailing pour qu'à la fin, il y ait des gens qui adhèrent. Hein. Est-ce que dans ce mailing-là, c'est fait pour me dire je me fais connaître? Donc, on doit trouver des indicateurs de conversion, des gens qui like, etc., des gens qui suivent ça, ou qui viennent sur mon site, qui peut être un élément important. Ou est-ce que derrière, je veux de la conversion? Et donc, il y a des façons d'écrire. Donc, soit vous prenez des bouquins sur le copywriting, qui s'appelle copywriting, mais on dit copywriting. Dans ces cas-là, c'est une façon d'écrire votre histoire de façon à augmenter le taux de conversion, donc le chiffre d'affaires. Et donc, vous l'envoyez. Autrement dit, quand vous devez envoyer des mails, ne faites pas comme les gens un peu bourrins, c'est-à-dire qu'ils se disent, comme je peux envoyer des mails à tout le monde, j'envoie le même mail à tout le monde. On n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui se trompe et qui clique dessus. Voilà. C'est comme les gens qui viennent, qui vous appellent, qui font des phonings, parce que comme ça vient des pays où ça ne coûte pas très cher, on vous dit, on est en bas de chez vous, est-ce que vous ne voulez pas changer votre cuisine? Voilà. Et donc, vous dites non, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui fonctionne. On n'est pas dans ces modèles-là, on n'est pas des vendeurs de calendrier, on travaille sur du B2B, c'est-à-dire c'est une élégance relationnelle. Si vous vous comportez comme des gens qui forcez la vente, vous allez être blacklisté. Pourquoi? Parce que vous êtes nul. Hein. Donc, en termes de marketing et de vente et de remplissage, dans ces cas-là, il faut travailler votre histoire et votre façon d'écrire. Mais le gros avantage du marketing d'automation, c'est qu'effectivement, tout est automatique. Alors, il y a un travail d'écriture, on est d'accord, on surveille les métriques, si personne ne décroche et qu'il y a un truc qui ne va pas. Et puis, dans ces cas-là, mais petit à petit, vous apprenez. Et donc, c'est soit un métier, soit vous le faites tout seul. Et quand vous avez votre formation avec votre histoire à raconter, votre accroche et votre façon d'expliquer l'intérieur de façon assez cohérente, petit à petit, les gens viennent. Donc, ça veut dire et donc, vous avez des indicateurs. Une fois que c'est écrit, donc ça demande un peu de temps pour réfléchir les mots que vous pesez, la façon d'aller, ce qu'on appelle un call to action, pour les inciter petit à petit à rentrer dans soit payer votre formation, soit vous inscrire, soit poser des questions, faire ce que vous voulez faire, ou un challenge gratuit, enfin, tout est bon. Ou vous inscrire sur des vidéos que vous faites parce que vous faites un webinaire pour que les gens viennent. Donc, vous voyez le nombre de personnes inscrites, vous avez des indicateurs qui vous montrent. Et quand il n'y a personne qui s'inscrit, c'est que ça n'a pas marché, ce qui n'est pas grave. Donc, vous avez essayé quelque chose, on va tenter autre chose, petit à petit, les gens vont venir. Voilà. Donc, ça veut dire que ce travail-là, une fois que vous l'avez réalisé, voyez bien que votre formation, plus cette démarche-là, fait que vous n'avez quasiment plus besoin de rien, si ce n'est changer la liste des gens qui vous suivent. Voilà. Je donne un exemple parce que je trouve très significatif. Il n'avait pas Calliope, il n'avait pas l'équivalent à l'époque Datadoc. C'était un homme brillantissime en termes de talent, Jean-Michel Cornu, qui a lancé sa première session, 1500 €, je crois, à la louche, à quelques centimes près, 1500 € de formation sur une formation d'une vingtaine d'heures de vidéos où il était en plein pied, il racontait son histoire, etc. Pas beaucoup d'actualité dans la vidéo, ce qui permet d'avoir une vidéo qu'on va réutiliser tout le temps. Il lance sa première opération. C'est la première fois qu'il faisait de la formation. Donc, c'est nouveau pour lui. Les gens ne le reconnaissent pas pour ça. Il a du talent et voilà, il faisait autre chose d'ailleurs. Mais il se dit, c'est comment est-ce que je suis animateur de communautés apprenantes en grand nombre. C'est-à-dire quand vous êtes plus de 100 000, comment vous faites pour animer tout seul ça? Donc, il donne plein de trucs et astuces, etc. La formation, 30 personnes sont venues à la première session. Autrement dit, sur une première session,
dont les gens découvrent en disant ça a l'air pas mal, ou ça m'intéresse, ou je tape juste ou pas. La façon d'écrire, il se retrouve 30 personnes qui le suivent, donc ce qui fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Mais ce qui est déjà très bien. Hein. Je rappelle que la moyenne, la moitié des organismes de formation font moins de 50 000 euros. Sauf que ce qui est génial avec la scalabilité, c'est qu'effectivement, vous pouvez réutiliser la même formation tout le temps. Alors, s'il y a un changement sur un truc, vous changez une vidéo, mais après, vous avez le même contenu que vous pouvez rendre scalable. Simplement, il faut soit les mêmes personnes. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir à cette date-là, ça ne les intéressait pas. Peut-être qu'ils s'inscrivront sur l'autre. Et puis, ça veut dire que le produit, vous le déployez. Et comme finalement, vous travaillez plus tant que ça à la fin, vous pouvez faire une deuxième formation et vous développez votre portefeuille, votre catalogue de formation avec des produits scalables, centrés autour d'une même thématique, ce qui veut dire que quand vous avez fait la première formation, vous dites, vous savez, ce qui est génial, c'est la deuxième formation. Et donc, vous faites votre vente additionnelle. Si vous avez 10%, 20%, 30% de la première formation qui feront la deuxième formation, c'est intéressant. Vous gardez le fil avec eux. D'accord? Et là, et pour vous, vous êtes l'animateur, ou vous payez un animateur dont vous prenez ses droits à l'image, et donc vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. Hein, mais il faut le payer, ça aussi, quand même. Sinon, quand il s'en va avec les vidéos. Ce qui est un peu gênant, quoi, pour le modèle économique, bien sûr. Voilà. Donc, voilà des modèles qui sont intéressants. Alors, dans l'automation, on peut aller même plus loin. Comment, dans un marché comme le marché de la formation, on peut se faire connaître et reconnaître? Il y a un exemple que je vous invite à regarder. C'est pour vous donner des pistes un peu de déploiement. C'est solopreneur. C'est quelqu'un tout seul. Bon, déjà, c'est pas mal. Et il fait le salon numérique des entrepreneurs tout seul. Alors, il existe bien sûr des salons professionnels. Hein. J'ai la chance d'être dans les comités de pilotage, que ce soit Learning Technology, que ce soit salon Solutions RH. Voilà, donc ça veut dire que ce sont les gros salons où on doit aller, mais si vous devez y aller, forcément, il faut payer un emplacement. Et donc, il y a une stratégie pour se faire connaître et reconnaître. Là, ils ont choisi, j'aimais bien son modèle parce qu'il est intelligent pour la formation. Et parce qu'en formation, ces événements-là, tout est à faire. Donc, il arrive en se disant, alors maintenant, lui, il a un produit qui est éculé, donc ça marche bien. Mais donc, quand on se lance, donc il faut faire 2-3 fois pour que ça marche. La première fois, il faut faire beaucoup d'efforts. La deuxième fois, ça devient un peu plus légitime. Et la troisième fois, vous êtes reconnu, ça tourne quasiment tout seul. Enfin, il faut faire le boulot, mais ça tourne tout seul. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il dit, si aujourd'hui, vous devez créer un webinaire, les gens se disent, on s'en fiche, quoi. Tout le monde avec le confinement, tout le monde fait son petit web, tout le monde se prend les mêmes thématiques, gestion du stress, ceci, cela. Les gens ont du mal à vous suivre. Voilà. Soit vous avez déjà des gens qui vous connaissent et qui sont fidèles, à ce moment-là, ça vous fait votre point de démarrage et vos webinaires fonctionnent. Soit les webinaires, c'est difficile de les lancer, ou alors il faut choisir des angles qui sont vraiment intéressants. Par exemple, si vous êtes sur de la formation avec des responsables de formation, l'escroquerie des soft skills. Il faut avoir du matériau dedans, hein, mais donc il faut travailler les contenus de façon importante. Ou alors vous faites d'autres éléments, mais vous utilisez YouTube, il n'y a pas de présentiel. Vous reprenez, si vous travaillez par exemple sur la prise de parole en public, ce qui est assez extraordinaire, vous prenez les débats politiques. Si vous êtes formateur là-dedans, prenez les débats politiques, parce que vous allez voir qu'il va y en avoir plein. Voilà. Donc, vous décortiquez. Alors, prenez pas de prise de position, sinon c'est absurde. Et vous, non pas le contenu, mais le choix des mots, donc la rhétorique, la gestuelle. Et donc, à partir de là, vous expliquez, vous prenez 5 minutes de débat et vous décortiquez en quoi le débat est puissant, en quoi il y a une montée en puissance, comment est-ce qu'il conclut, comment est-ce qu'il… Voilà. Et vous avez la stratégie de communication. Et derrière, bien sûr, vous leur dites, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors n'hésitez pas à venir dans ma formation pour qu'on vous forme à être meilleur et performant pour l'analyse des autres et vous-même trouver vos propres marques, être capable d'être un bon animateur. Ouais. Si vous avez un I am a dream ou un truc comme ça. Hein. Et donc, il faut connaître l'anglais. Hein. Donc ça veut dire que, vous voyez la démarche, donc ça, vous n'avez pas besoin de faire du présentiel. Mais si vous voulez faire un événement et faire venir du monde, eh bien, il faut arriver à réunir, soit sur une journée, c'est pas mal de faire venir 5 orateurs, soit solopreneurs, je crois qu'ils font 20 orateurs sur une semaine. C'est un peu la Fashion Week des solopreneurs. Et donc, ça veut dire, et ce qui est intéressant et intelligent, c'est qu'ils ne le font pas en direct, comme ça, il n'y a pas de problème technique. Ils enregistrent toutes les vidéos. Et à l'intérieur de ces vidéos-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la fonction première de YouTube, hein, qui est gratuite. Et dans ces cas-là, ils programment la diffusion. Et tous ceux qui veulent voir en direct, ils savent qu'à telle heure, on envoie le programme à tout le monde. Ils savent que la vidéo s'enclenche à telle heure. Et après, bien sûr, eux, ils travaillent sur le flux.
Le flux, ils le font par lui-même, et donc il a fait du mailing, etc., avec des systèmes, alors solo, c'est System.io, pardon. System.io a un équivalent Sandyblue à intégrer, donc il envoie tout ça sur ses propres clients, qui représentaient la moitié du flux, et tous les gens qui venaient, il leur disait, si vous venez, dans ces cas-là, à la fin, vous aurez un call to action. Et donc, on vous donne il y avait un système de rémunération pourcentage ou quelque chose. Et dans ces cas-là, les gens faisaient tourner aussi leurs connaissances. Moitié-moitié. Mais grosso modo, ils sont arrivés à avoir un flux intéressant, tout ça étant automatisé. Et à la fin, lui-même s'y retrouvait en disant, j'ai créé un événement sur comment je suis entrepreneur de mon propre projet. Et à la fin, il dit, si ça vous intéresse, parce que lui, c'est celui qui pose les questions, on voit son visage tout le temps, donc c'est la marque, voilà. Si ça vous intéresse, dans ces cas-là, nous, on a une formation qui est très, très bien, je crois que c'est 700 ou 800 € sa formation, et donc il y a eu un taux important de personnes qui sont venues dans sa formation, ce qui lui permet de faire son chiffre d'affaires quasiment sur l'année. Voilà. Donc, il a tout un travail de marketing, et comme sa formation est beaucoup centrée sur du scalable, dans ces cas-là, c'est une formation qu'on peut dupliquer bien souvent. Donc, si vous vous dites, moi, je suis plutôt spécialiste des ressources humaines ou d'un métier particulier, l'assainissement de l'eau, etc., vous réunissez tous les acteurs. Si vous arrivez à faire sur cet événement-là, qui ne coûte rien parce que c'est le logiciel quasiment gratuit, je crois que sur un mois, quand on prenait System.io, c'est 30 €, un truc comme ça. Donc, bon, faites ça pendant 2-3 mois. Je ne suis même pas sûr qu'il ne vous donne pas 3 mois d'essai gratuit. Donc, vous voyez, tout ça, ça peut se gérer. Mais ça veut dire que vous faites un événement et vous tirez votre fil pour se dire, au bout d'un moment, cet événement-là, peut-être, il peut y avoir du sponsoring, si vous voulez le monétiser. Si vous faites du flux, les gens vont venir en masse. Vous dites, moi, j'aimerais travailler dans le luxe, dans le textile, dans la thématique qui est la vôtre, on s'en fiche. Et au bout d'un moment, vous allez reprendre cet événement régulièrement pour devenir le spécialiste de cet événement, ressources humaines ou formation et le luxe, toutes les petites mains, etc. Il y a plein de problématiques spécifiques au luxe. Vous êtes sûr, au bout d'un moment, si vous avez un peu de flux, vous allez avoir tous les grandes marques du luxe qui vont vous donner 3 sous. Ça ne représente rien pour eux, mais pour vous, ça vous fait un chiffre d'affaires conséquent. Et ils savent qu'eux, ils construisent leur corporate branding parce que c'est le lieu où on peut discuter, papoter, etc. Et vous faites des chats, vous faites des choses comme ça qui ne demandent pas d'investissement logistique, mais vous faites le travail marketing. Donc, ça veut dire que quand vous avez, si vous choisissez sur votre territoire, encore une fois, les petits périmètres sont beaucoup mieux. Vous montez un événement, vous interrogez sur tous les gens que vous connaissez dans votre région, sur le territoire des Hauts-de-France. Vous dites par exemple, le C2RP peut dire, nous, on fait la formation Hauts-de-France. Donc, on crée un territoire apprenant et donc, on donne la parole à tout le monde. Enfin, tout le monde, vous en choisissez, parce que s'il y en a 20, vous n'en choisissez que 20. Mais ça veut dire que, et là, encore une fois, si c'est pour faire institutionnel, laissez tomber. Ça ne sert à rien, c'est nul, personne ne viendra. Et donc, ça veut dire, mais quelle histoire vous racontez? Et là, vous commencez à dire, il y a des choses extraordinaires, vous allez transgresser, vous allez dire des choses, raconter une belle histoire, et les gens qui vont venir vont dire, bravo, j'ai appris énormément de choses. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un qui s'y colle pour écrire. Donc, il faut quand même qu'il y ait du contenu. Et aujourd'hui, ça marche même sans un gros contenu. Donc, si vous-même, vous travaillez un peu le contenu, vous allez vous régaler. D'accord? Donc, c'est ça l'élément qui paraît important, c'est d'être capable de réfléchir sur comment je fais de l'événement. Tout ça, avec les réseaux sociaux, c'est gratuit. Alors, on n'est pas à l'abri de faire un peu de publicité, donc on paye un petit quelque chose, mais une centaine d'euros, si l'histoire est bien racontée, la première fois, il n'y a pas grand monde, il ne faut pas se le cacher, les gens viennent, mais dès la deuxième fois, au bout d'un moment, ils suivent, et c'est pour ça qu'on a, dans l'idée, on va voir si on peut monter cette conférence, vous dire comment, avec les réseaux sociaux, on peut arriver à faire une offre de formation. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la grande montée en puissance depuis 3-4 ans, parce qu'en fait, ils ont changé certains paramètres, je vous expliquerai. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux gratuitement, sans prise de tête, sans trop de fatigue, pour faire de l'argent. Alors, on va voir si on peut monter la conférence. Mais derrière, l'idée, c'est pas tellement de se dire, il faut être sur les réseaux sociaux, que de revenir au tout début de la conférence, qu'est-ce que je raconte? Si moi, je me parle le langage des jeunes, parce que je m'intéressais sur l'apprentissage, etc., parce que j'ai le positionnement, qu'est-ce que je donne d'original au lieu de dire l'apprentissage c'est bien, c'est mieux que pas l'apprentissage du tout? Le genre de débat qu'on peut entendre et qui sont nuls. Alors qu'il y a des vraies questions sur l'apprentissage, comment les Allemands fonctionnent. Et on n'est pas à l'abri d'interroger un Allemand. Avec le numérique, c'est hyper facile. Donc, comment ça fonctionne en Allemagne? Il y a des choses passionnantes en Allemagne. Ils ne sont pas si bons que ça dans l'apprentissage. Il y a des vraies questions sur le modèle allemand qui n'est pas du tout un modèle français. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites sur l'apprentissage. Dites-le. Donc, prenez les gens qui sont un peu turbulents, vous les invitez. Numériquement, ce n'est pas très compliqué à organiser. Et dans ces cas, faites des débats, donnez de la vie à votre thématique. Et au bout d'un moment, les gens se sont dit, au lieu de faire la veille tout seul, on a les gros experts qui viennent. Si vous avez la gentillesse de suivre la FEN, on s'aperçoit que la FEN, les grands experts viennent parce qu'à la fois, ils ont une caisse de résonance parce qu'on a du flux avec nos 10 000 membres, mais aussi à la fois, derrière, ils savent qu'il y a du contenu.
Et s'ils arrivent en répétant bêtement ce que tout le monde dit, on va les taquiner de façon à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, c'est ce travail-là. Et les gens en face, professionnellement, se disent, je ne vais pas chercher 10 personnes. Si je vous ai identifié comme le spécialiste et que chez vous, vous tenez ce que vous avez à dire, je vais vous suivre parce que je veux être au courant de tout ce que je pourrais rater. Hein, le fameux FOMO, tous les éléments que je peux rater. Et comme les gens ne font pas beaucoup de veille, ils font comme tout le monde. Ils choisissent des influenceurs, des gens que je connais, que je reconnais, et je me dis, je vais les suivre. Soyez dans vos domaines avec vos petits périmètres. Et à ce moment-là, quand vous faites un événement, donc une formation, et que vous êtes capable d'expliquer en quoi elle est extraordinaire sur le produit lui-même, sur ce qui se passe à l'intérieur, avec des choses simples, faites venir quelqu'un d'Asie qui parle français, donc un Vietnamien ou quelqu'un comme ça, qui parle français, et qui va vous expliquer comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il voit la France, comment prenez un Africain, prenez un Américain. Dans ces cas-là, vous avez sur votre domaine de compétences un regard qui est mondial. On vient chez vous pour avoir des gens du monde entier qui viennent parler de ce sujet-là. Et en fait, c'est juste des connexions avec un Zoom ou un Teams. Hein. Voilà. Simplement, il faut y avoir réfléchi, il faut avoir envoyé des gens. Et les gens le font, suivant les cultures, de façon assez agréable. Et dans ces cas-là, c'est des choses qui sont faciles à organiser, mais il faut que quelqu'un l'écrive. Et c'est comme ça que, comme il se passe quelque chose, les gens se disent, moi, je suis prêt à venir. Et regardez sur les MOOC, ce n'est pas la plus vivante des supports, sur les MOOC, on s'aperçoit que les gens viennent année après année. Cécile Desjoues, qui est la maîtresse des MOOC, premier MOOC, alors c'est sur le management, donc c'est aussi un peu facile comme thématique, mais premier MOOC, 38 000 personnes, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, 200 000 personnes. Chaque année, elle réinvente son MOOC et chaque année, elle a de plus en plus de monde sur le même produit. Et chaque année, donc, elle gagne en légitimité nationale et internationale parce qu'elle a fait un produit et qu'elle a une stratégie. Donc, le pire qui puisse vous arriver, c'est se dire, j'essaye de vendre quelque chose qui est de la daube et j'y crois moi même pas. Donc, les gens ne vont pas l'acheter. Donc, sauf si vous arrivez à avoir des contrats. À vous de vous dire, qu'est-ce que je pourrais réinventer dans mon style, dans mon univers et dans ce que je crois être militant, c'est-à-dire apporter quelque chose de bien, ce qu'on appelle learn for good, en quoi j'apporte de la valeur aux gens, en quoi je fais quelque chose de beau, de bien socialement, hein, hormis le fait de dire la formation c'est bien. Et quand vous avez trouvé votre histoire, vous allez vous apercevoir que les gens vont vous suivre parce qu'avec un peu d'énergie et puis un peu d'habitude, en répétant toujours la même chose, les gens vous reconnaissent. Donc la clé de tout ça, c'est d'être capable d'avoir une belle histoire, premier point, et pour répondre à la question qui a été posée, de l'avoir durablement. Comme ça, les gens savent que vous êtes le spécialiste de ça. Et là, vous devenez riche. Et c'est tout ce que je vous souhaite dans cette période de fête qui se rapproche. Je crois qu'on se rapproche du temps qui m'était imparti. Oui, tout à fait, Stéphane. Alors, les personnes n'ont pas réellement posé de questions. Par contre, il y a eu un beau commentaire comme quoi le discours est passionnant et que la personne se nourrissait. Donc, je pense que ça va faire des personnes. Donc, même moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris pas mal de choses. Peut-être pour conclure, je sais pas, en une minute, comment je pourrais résumer ce marketing de l'offre et l'importance à l'heure actuelle, en quelques mots, pour résumer tout ce que tu as dit. Pour résumer tout ça, je prendrai la phrase de Guillaume Apollinaire qui disait « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Le XXe siècle était un siècle des savoirs. Autrement dit, c'est un siècle pendant lequel on demandait aux apprenants d'aller au savoir. C'est-à-dire les experts se mettaient derrière leur chair et ils disaient « Venez à moi, vous n'êtes pas content, dégagez, je n'ai pas besoin de vous les apprenants ». Ça, c'est le XXe siècle avec l'organisation scientifique de la formation. Alors, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un peu de rhétorique qui soit un peu bon, mais ça veut dire que c'était l'apprenant. Le XXIe siècle, c'est l'expert qui descend et qui va jusqu'à l'apprenant. Donc, il va devoir se réinventer constamment. Et la clé, l'apprenant, il se dit aujourd'hui, les formations, quand on fait des enquêtes, tout le monde veut se former. Le seul élément, c'est qu'on dit ça a l'air pénible. Je veux bien, mais je peux point. Tout le monde a 24 heures. Qu'est-ce qui fait que la personne va trouver du temps pour vous? Non pas rationnellement le fait que ce soit bien, mais émotionnellement. Et ce qui va faire la différence, c'est que vous les fassiez kiffer. C'est-à-dire que vous tapiez juste. Et pour taper juste, faites-les rêver. Véritablement, et il y a un discours qui soit à la fois une vraie éthique dans ce qu'ils font, quelque chose de grand, de beau, de fort, et derrière, faites-le pour de vrai avec vos produits. Ce n'est pas de la survente. Mais si vous rallumez les étoiles, les gens vont venir et vont vous suivre durablement. D'accord. Merci Stéphane. Alors, pour aussi reprendre un peu ce que tu as dit, nous allons essayer de mettre en place d'ici la fin de l'année une session suite à cette session marketing. C'est comment raconter son histoire et comment utiliser les réseaux sociaux pour raconter son histoire. Alors, elle est en construction. On espère revenir vers vous rapidement là-dessus.
Dans tous les cas, alors on vous remercie pour votre participation. Je vois qu'il y a une personne il y a un frein au niveau des engagements par rapport au budget. N'hésitez pas à visiter notre page sur l'innovation. Vous allez pouvoir avoir des contacts sur l'utilisation des budgets. Alors pour les Hauts-de-France, il y a la région qui fait pas mal de choses actuellement. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous, vers le C2RP, vers les services du C2RP. Donc vous pouvez contacter par mail offre-formation@c2rp.fr. Ou contacter directement par téléphone via notre site internet, vous allez trouver nos numéros, mais vous pouvez nous appeler, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, allez visiter notre site là-dessus. Vous pouvez aussi vous abonner forcément à notre newsletter afin d'avoir toutes les actualités sur l'emploi et la formation des Hauts-de-France. Voilà, Stéphane, je te remercie pour cette intervention, je te dis à bientôt et je te souhaite d'ici là de bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup pareillement pour toi et pareillement pour tout le monde, tous ceux qui ont eu la gentillesse de m'écouter. Au revoir. Au revoir.